Donc, on a l'impression que c'est une nouveauté, cette découverte de l'animal comme une personne. Alors, ça l'est effectivement en grande partie, mais c'est le fruit d'une réflexion beaucoup plus ancienne, qui a un siècle, 2 siècles, et qui s'est faite très progressivement. Alors, d'abord, pendant longtemps, si on prend par exemple les scientifiques, les naturalistes, l'idée de l'animal comme personne n'affleure pas beaucoup. On s'intéresse aux individus animaux jusqu'au XVIIIe siècle par le phénomène de l'anecdote. C'est-à-dire ce qui va intéresser dans tel ou tel animal, c'est qu'il va faire quelque chose, un acte particulier, et cet acte particulier va être utilisé comme une illustration des capacités d'une espèce. Alors, lorsqu'on lit les livres de zoologistes jusqu'au XVIIIe siècle, on a comme ça, les livres sont faits de collections d'anecdotes, avec tel canard qui fait ça, tel éléphant qui fait ça, etc., etc. Mais ces anecdotes n'entraînent pas l'idée qu'on a des individus animaux, c'est simplement des illustrations. Et cette idée d'anecdote, en fait, va être sérieusement contestée au XVIIIe siècle, lorsque les zoologistes inventent, je dis inventent exprès, ou disons construisent, la notion moderne d'espèce, avec des gens comme John Ray ou comme Linné. Et cette construction de la notion moderne d'espèce va faire tous les naturalistes, comme on dit à l'époque, vont se lancer dans cette étude des espèces, et surtout dans la grande affaire entre milieu XVIIIe siècle et milieu XXe siècle, c'est la classification des espèces. Et c'est ce qui les intéresse. Et résultat, l'individu animal disparaît totalement. D'autant plus qu'on est persuadé, chez Linné ou chez John Ray, un petit peu moins chez Buffon, mais tout de même, on est persuadé finalement que tous les animaux se ressemblent, tous les animaux d'une espèce se ressemblent, qu'il n'y a pas d'individualité. Et c'est une idée qui est confortée jusqu'à peu, puisque si on prend l'éthologie classique, par exemple, de Karl Lorenz et d'autres, eh bien, on postule que les changements définissent une espèce, et donc il ne peut pas y avoir des différences de changement, de comportement, pardon. Les comportements définissent une espèce, et donc il ne peut pas y avoir de différence de comportement d'un individu à l'autre. Les individus se comportent tous de la même manière, et parce qu'ils représentent l'espèce. Et ce qui fait que jusqu'à peu, jusqu'en gros aux années 60, 70, je vous en parlerai un tout petit peu après, ben finalement, les naturalistes, au sens large du terme, s'intéressent très peu aux individus. Alors on a quelques passages, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'y intéressent pas du tout, on a quelques textes par-ci par-là, par exemple Buffon, qui raconte comment il avait un chimpanzé qui était élevé à la manière parisienne en plein XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il prenait le thé, qu'il était dans le salon, il conversait avec les dames, etc., etc. On a comme ça toute une série, je vous en parlerai après, on a aussi les textes d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire sur l'arrivée de la girafe en 1827. On a ponctuellement des textes qui s'intéressent à un individu, mais c'est extrêmement rare. Et en fait, l'idée d'individus animaux va être reprise fin XVIIIe siècle par les littéraires. C'est complètement abandonné côté science, et ce sont en fait les littéraires, les écrivains qui vont se prendre en charge cette idée qu'il peut y avoir des individus animaux. Alors on voit apparaître ça fin XVIIIe siècle en Grande-Bretagne, pour ça que je vous ai mis cette illustration, c'est l'un des premiers d'ailleurs, on voit apparaître des histoires qui racontent l'aventure d'un animal, ou l'histoire d'un animal. Alors au départ, ces animaux ne sont pas nommés. Vous le voyez ici, les aventures d'un âne. On a toute une série, dans les années 1780, 1800, 1810, toute une série d'ouvrages où ce sont les aventures d'un âne, d'un cheval, d'un chien, etc., etc. Alors ça naît en Grande-Bretagne, et très vite, vers 1800-1810, on voit apparaître ça en France. Alors ce sont des animaux fictifs. Ce ne sont pas des animaux réels, ce sont des histoires évidemment inventées, mais elles sont quand même très intéressantes parce que finalement elles attirent le lecteur sur l'idée qu'il y a des personnalités, il y a des individus animaux.
Alors quand on lit ces ouvrages, en fait, l'individualité de l'animal, elle n'est pas très prononcée. Quand on lit les aventures d'un âne, finalement, c'est l'âne au sens générique du terme, hein. Il n'empêche qu'on voit bien que c'est une littérature qui met l'accent sur les particularités de l'âne. Et comme on va avoir plusieurs ânes, qui, par exemple, dans ce cas-là, qui interviennent, etc., on voit tout de même apparaître l'idée qu'il y a des personnages. Alors, cette littérature va avoir un énorme succès au XIXe siècle. Elle se décline sous deux genres. Elle se décline sous le genre de les aventures d'un tel ou tel animal ou de la vie de tel ou tel animal. Et puis, elle se décline aussi sous un autre genre que vous connaissez bien, qui est celui de l'autobiographie. Et vous avez évidemment l'exemple célèbre de la comtesse de Ségur avec les Mémoires d'un âne, qui est un énorme succès littéraire au milieu du XVIIIe siècle. Alors, ce n'est pas elle qui invente l'autobiographie. On la voit apparaître là aussi à la fin du XVIIIe siècle, les premières autobiographies. Mais évidemment, là aussi, elle met l'accent sur un âne. Ce n'est pas l'âne en tant qu'espèce, c'est un âne. En plus, celui-ci, il est nommé, c'est Cadichon. Et Cadichon, évidemment, il a les facultés, les capacités d'un âne, mais tout de même, il lui arrive des aventures, il est dans une famille, etc., qui fait la spécificité de l'individu. On n'en est pas encore à dire qu'il peut y avoir des comportements différents d'un individu à l'autre, mais il y a des spécificités des individus par l'aventure qui leur arrive, par les conditions qu'ils vivent. C'est-à-dire, finalement, ce sont les hommes qui créent l'individualité de tel ou tel animal. Alors, ces autobiographies, je vous le disais, ont un énorme succès. Voici l'équivalent des Mémoires d'un âne côté anglais, c'est Black Beauty, c'est l'autobiographie d'un cheval. Et là aussi, qui est un succès remarquable. Là, on est dans les années 1850. Et on a des ouvrages comme ça à peu près dans toute l'Europe. Par exemple, en Italie, c'est Ida Baccini qui publie Les Mémoires d'un poussin. Et c'est un énorme... Alors, le poussin n'est pas nommé, alors que là, bien le cheval est nommé, Black Beauty. Là, le poussin n'est pas nommé, ce qui vous fait dire qu'on ne nomme pas tous les animaux à l'époque. Et les animaux les plus proches, on les nomme, mais bon, un poussin... Mais quand même, ces aventures d'un poussin vont avoir un énorme succès en Italie, en gros jusqu'aux années 1930-1940. Les enfants apprennent à lire. Comme en France, on apprend à lire les premières lectures, c'est les Mémoires d'un âne. En Italie, c'est les Mémoires d'un poussin. Alors, ces autobiographies ou ces biographies, elles sont donc très importantes au XIXe siècle. On les voit aussi se développer aux États-Unis. La mode qui part d'Europe du Nord-Ouest se diffuse petit à petit, et elle se diffuse beaucoup avec les traductions. Black Beauty, par exemple, est traduit à peu près dans toute l'Europe. Vous avez une traduction française. Les Mémoires d'un âne de la comtesse de Ségur, c'est la même chose. Elles sont traduites un peu partout. Et on voit même que ça permet, ces traductions, de diffuser le genre, même dans des pays très réservés sur le monde animal. L'exemple typique en Europe, c'est l'Espagne. On voit bien qu'il n'y a pas d'auteur espagnol qui se lance au XIXe siècle dans ces biographies, mais les biographies sont traduites et donc le genre est connu. Alors, parallèlement à ces biographies, là, ce sont toujours des animaux fictifs. Parallèlement à ces biographies donc d'animaux fictifs, on voit apparaître des biographies d'animaux réels. Alors, les premiers exemples, c'est dans les années 1820-1850. Et en fait, on est dans l'entre-deux, c'est-à-dire ce sont souvent des histoires romancées à partir de faits réels. Et puis, on voit apparaître les animaux réels. Et l'un des premiers, c'est Alexandre Dumas, lorsqu'il écrit Les Histoires de mes bêtes. C'est publié vers 1860. Enfin, il écrit ça dans les années 50. C'est publié en 1860. Alors, il parle de plusieurs de ses bêtes, mais par exemple, dans ce livre-là, il insiste beaucoup sur son chien, Pritchard. Et il donne tout à fait une individualité à Pritchard. Il montre bien, c'est un chien de chasse, mais avec toutes ses caractéristiques, c'est un chien anglais que Alexandre Dumas a beaucoup de mal à maîtriser. Et c'est un chien qui est entre le chien de propriétaire, le chien de compagnie actuelle, le chien de chasse et le chien errant, parce que très souvent,
il va mener sa vie de son côté. Hein, donc ça, c'est l'une des premières biographies, et on en trouve tout du long de la seconde moitié du 19e siècle, du début du 20e siècle. Vous avez par exemple en Angleterre la très belle biographie écrite par Virginia Woolf, hein, consacrée au chien Flush, F-L-U-S-H, qui est une très très belle biographie parce que elle a, alors pas tout le temps, elle tombe souvent dans l'anthropomorphisme, mais elle a des passages où elle essaye de se mettre à la place du chien et de décrire qu'est-ce que ça peut être, par exemple, pour un chien de se retrouver dans un train et de faire le voyage entre Londres et Rome, puisque sa maîtresse, avec son mari, vont en Italie. Et c'est un livre très très bien écrit. Alors c'est un genre qui se développe. En voilà un autre exemple. Alors, comme vous le voyez, je vous ai cité Virginia Woolf, et maintenant c'est un autre exemple anglais. Ça se développe beaucoup en Grande-Bretagne, hein, où les Anglais sont vraiment dans la pointe de cette idée. Alors Warrior, c'est la biographie, écrite donc par Jack Seeley, la biographie de son cheval pendant la guerre. Hein, Jack Seeley est un général, c'est lui qui commandait la cavalerie canadienne au front, et Warrior a fait toute la guerre avec lui, et donc en 1934, il publie une biographie de Warrior. Alors, dans cette biographie, Seeley parle beaucoup plus de lui que de Warrior. Et on voit bien d'ailleurs, c'est un peu la même chose dans Flush, lorsqu'on a des animaux réels, les auteurs ont du mal à se concentrer sur l'animal, comme s'ils ne savaient pas quoi en faire. Par contre, dans les biographies fictives, ils se concentrent beaucoup plus sur les animaux. Alors ils pratiquent beaucoup plus l'anthropomorphisme. Dans les Mémoires d'un âne, c'est évident, hein, puisque Cadichon parle à la première personne. Il n'empêche que finalement, on apprend beaucoup de choses sur les ânes, alors que par exemple, dans Warrior, on n'apprend pas grand-chose sur les chevaux pendant la Première Guerre mondiale. Et puis il y a aussi le fait que, Warrior, alors Céline ne le dit pas, il fait comme si c'était un cheval comme les autres, à toutes les pages, il frôle la mort. Warrior, c'est un cheval embusqué, hein. Il n'est pas en première ligne, il est à l'arrière, hein. Il ne charge jamais. La cavalerie canadienne fait une grande charge le 30 mars 1918. C'est cette cavalerie qui arrête définitivement la poussée allemande en mars 1918. À partir du 30 mars, les Allemands refluent. Donc cette charge est extrêmement importante. Mais le jour de cette charge, Warrior et Jack Seeley sont derrière. Hein, ils ne chargent pas. Évidemment, il fait toute la guerre. Mais ça n'a pas été un cheval de trait, un d'artillerie, il n'aurait pas fait la guerre autrement, hein, il serait mort avant. Hein. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on constate un parallèle total entre ces genres biographiques pour les animaux et le genre biographique pour les humains. C'est-à-dire que la biographie moderne est créée au XVIIIe siècle, elle est mise en forme au XVIIIe siècle, la biographie moderne pour les humains, et elle va adopter plusieurs styles de personnages, et on se rend compte que c'est exactement la même chose pour les animaux. La chronologie est à peu près la même, et puis les présentations sont les mêmes. Par exemple, pour les animaux vivants, les premières biographies d'animaux vivants, c'est un peu le cas aussi ici, ce sont des animaux célèbres. Et les grandes biographies de la fin 18e, début 19e siècle pour les hommes, ce sont aussi des biographies d'hommes célèbres. Et au XXe siècle, si je prends l'extrême inverse, fin XXe et nos jours, il y a une grande tendance dans la biographie humaine de faire des hommes ordinaires. Hein, je citerai l'exemple le plus évident en France, c'est le livre de Pierre Michon, qui date de 84, je crois, qui est un très beau livre, qui s'appelle « Les vies minuscules », hein, où il fait la vie de gens, retrace des petites biographies de gens ordinaires, anonymes, et on se rend compte que ça va être la même chose pour les animaux. Parce que qu'est-ce qu'on voit apparaître? Donc, jusqu'au milieu du XXe, jusqu'à l'entre-deux-guerres, c'est surtout des animaux célèbres. Seconde moitié du XXe siècle, on voit apparaître les animaux ordinaires. Animaux ordinaires dont la vie est racontée bien souvent par le maître. Et quand on regarde les publications, on se rend compte que c'est un véritable flot
qui naît à peu près dans les années 60, qui vient essentiellement des États-Unis. Hein, c'est le cas ici, c'est une biographie traduite. Celle-ci a un énorme succès aux États-Unis, et c'est ce qui fait qu'elle est un peu traduite un peu de partout en Occident. Hein. Mais pour quelques-unes qui ont un énorme succès, il y en a des dizaines à côté de ça, où on voit des gens se mettre à écrire la vie de leur animal favori. Alors c'est souvent le chat, le chien, quelquefois le cheval, et qui publient ça dans des petites maisons d'édition, à côte d'auteur, etc. Et là aussi, c'est tout à fait parallèle à ce qu'on fait pour les animaux. Autrement dit, cette littérature, et ça dure donc jusqu'à nos jours, hein, et de nos jours, c'est vraiment un phénomène littéraire énorme dont on parle très peu dans les médias. Hein, mais quand on regarde les parutions, c'est absolument énorme. Et on voit bien que cette littérature, finalement, elle a permis à toute la société occidentale de réfléchir progressivement sur la notion d'animal comme personne, la notion de l'animal comme individu, hein, avec des marques petit à petit. On voit très bien, par exemple, comment, à partir des années 80, dans ces biographies-là, il faut montrer qu'on a, et c'est tout à fait ce que vous avez là en sous-titre, hein, il faut tout à fait montrer que vous avez un animal hors norme, un animal pénible, un animal insupportable. Hein. Vous avez là le pire chien du monde. Hein, et c'est comme cela qu'on montre son individualité. Hein. Ce n'est pas comme au XIXe siècle, c'était par la condition que les hommes le feraient. Là, c'est plutôt l'animal qui a un sale caractère, finalement. Hein. Et c'est comme ça qu'on réfléchit sur cette individualité. Alors, il ne faut pas du tout tenir pour rien ce travail qui, pour moi, n'est pas qu'un travail littéraire, c'est vraiment un moyen pour toute une société de réfléchir sur la notion d'animal comme individu, d'animal comme personne, alors que pendant longtemps, les scientifiques n'ont pas voulu réfléchir sur cette question. Et on voit apparaître les premières réflexions, et ça n'est pas un hasard, on les voit apparaître dans les années 1960, chez les Japonais d'un côté, avec les primatologues japonais. Les primatologues japonais qui sont beaucoup plus intéressés par la notion d'individu, peut-être que Yves Christin va en parler, parce qu'ils ne véhiculent pas avec eux toute cette philosophie occidentale que nous véhiculons, où chaque fois qu'on se penche sur un animal, on a derrière la question quelle est la différence avec les hommes, hein, qui est sans arrêt récurrente. Les Japonais n'ont pas du tout cette vision-là, parce qu'ils n'ont pas la même vision de la nature, du rapport de l'homme et de la nature, la hiérarchie des espèces, etc. etc. Donc ils ont été beaucoup plus attentifs, et avant nous, avant les Occidentaux, aux individus. Et puis l'une des premières, c'est Jane Goodall, évidemment, qui lorsqu'elle part dans les années 60 étudier les chimpanzés sur le terrain, se rend vite compte que pour comprendre le fonctionnement d'un groupe, il faut qu'elle connaisse les individus. Hein, et donc il faut qu'elle se mette à voir quelles sont leurs différences de caractère, de comportement, etc., pour voir comment tout ça s'emboîte. Et on voit très bien, donc là je vais passer vite, on voit très bien que petit à petit, les éthologues vont prendre en charge cette question dont va vous parler ensuite Yves Christin. Hein. Alors évidemment, c'est une question qui apparaît d'abord, je vous l'ai dit, au Japon, mais aussi, là aussi, dans les pays anglo-saxons. Hein. On retrouve là le phénomène, c'est d'abord les pays anglo-saxons, la France est très à la traîne là-dessus. Hein. Il faut attendre les années 90 pour qu'en France, on commence à voir des éthologues ou des zootechniciens, etc., commencer à poser la question, est-ce que les comportements des individus sont-ils vraiment tous les mêmes? Est-ce qu'il ne faudrait pas dissocier 3 niveaux, espèces, groupes, individus? Mais ils y vont avec des pincettes, alors que dans le monde anglo-saxon, c'est beaucoup plus, ça se développe beaucoup plus vite. Alors maintenant, les choses se rattrapent. Hein. Yves Christin, je pense, vous en parlera. Et la notion d'individu devient maintenant une notion très importante en matière d'éthologie. Mais il n'y a pas que ça. On voit aussi que cette notion apparaît aussi dans les sciences humaines. Hein. Alors, pas dans les sciences humaines. Les sciences humaines se sont intéressées aux animaux à partir des années 80. Hein, 70, 80, 70 dans le monde anglo-saxon, 80 en France. Et pendant longtemps, jusqu'à la fin des années 2000, jusqu'aux années 2000, disons,
on s'est intéressé à ce que j'appelle le versant humain, pardon. C'est-à-dire, on s'est intéressé à la question comment les hommes se représentent les animaux, les considèrent, comment ils les pensent, comment ils les utilisent, etc., etc. On est vraiment resté sur le versant humain. Et il faut attendre donc les années 2000 pour que certains commencent à se dire qu'il faudrait passer aussi sur le versant animal. Ne serait-ce que pour bien comprendre l'interaction entre les hommes et les animaux. Si on prend par exemple les interactions entre les hommes et les chiens, si on ne connaît que le côté homme, on va obligatoirement ne pas comprendre une partie de ces interactions. Donc il faut aussi passer du côté animal pour comprendre ce qui se passe du côté des animaux et mieux comprendre les interactions. Alors c'est ce que font des ethnologues américains, ethnologues, sociologues. L'un des premiers, c'est Jack Good, qui publie en 2007 un ouvrage qui s'appelle « Jouer avec mon chien Jackie » ou « Ma chienne Cathy », pas Jackie, Cathy. Et donc il consacre le livre au jeu qu'il a avec sa chienne Cathy, en essayant de voir comment, par le jeu, il peut mettre en valeur l'individualité de son chien et comprendre comment se mettent en place les interactions entre un chien, pas le chien, mais un chien, et lui-même en tant qu'ethnologue, observateur, participant. Donc c'est une question qui est en train d'apparaître aussi en sciences humaines, et pas simplement en ethnologie, pas simplement en sociologie, mais aussi en histoire. Alors en histoire, c'est une question qui aurait pu arriver beaucoup plus tôt, puisque, je vous l'ai dit, les premiers recueils ou les premières biographies d'animaux vivants, ce sont des biographies d'animaux célèbres. Et ces biographies d'animaux célèbres, elles sont souvent publiées au XIXe siècle sous la forme de recueils. Recueils d'animaux célèbres, où dans le recueil, vous en avez 10, 20, 30, 40. Et ce sont souvent des animaux célèbres dans l'histoire. Donc les historiens auraient pu être là très vite à s'occuper de ça. Et en fait, quand on lit ces histoires, on se rend compte qu'en fait, c'est l'animal, mais en fait du côté des hommes. C'est-à-dire tel ou tel animal célèbre, ça sera comment les hommes s'en sont occupés, comment cet animal est devenu célèbre, quelle a été sa réception dans la communauté humaine, etc., etc. Mais ce n'est pas tellement le côté animal. C'est le cas, par exemple, de la girafe de 1827, que je vais prendre en exemple et je terminerai là-dessus. Cette girafe, on connaît. Alors, c'est une girafe qui a été offerte par le pacha d'Égypte au roi de France, Charles X, qui arrive à Marseille en 1826, à l'automne 1826. Elle passe l'hiver à Marseille. Et puis, en mai 1827, elle part à pied avec tout un cortège que vous avez ici. C'est le seul tableau, c'est un tableau du musée de Dijon. C'est le seul tableau qui montre réellement ce cortège en France. On est là, c'est le moment où elle a quitté Beaune et on se met à passer par le Morvan. Le cortège ne passe pas à Dijon, il coupe par le Morvan pour être un peu plus tranquille. Et donc cette girafe va de Marseille à Paris à pied et elle est ensuite logée au Jardin des Plantes, à la Rotonde, et elle reste là-bas au jardin jusqu'en 1845 où elle meurt. Alors ce voyage a été très célèbre, il a attiré les foules, ça a déclenché une ce voyage de la girafe, voir une girafe à l'époque, c'est un peu comme si maintenant on nous promenait un martien. C'est un extraterrestre. Ça ferait de nos jours, on nous promènerait un martien, ça ferait la même sensation. Donc il y a des foules entières qui viennent le voir, ça déclenche des modes, il y a des assiettes à la girafe, des costumes à la girafe, il y a la valse à la girafe, l'opéra, il y a les coiffures à la girafe pour les dames, c'est-à-dire avec les cheveux donc, qui imitent le cou de la girafe, grand chignon. Donc c'est une véritable mode, une véritable passion côté humain. Et les historiens ou les amateurs qui se sont intéressés à ça n'ont jamais traité que ça, le côté humain du voyage. En réalité, on peut faire le côté animal du voyage. Pour comprendre ce qui s'est passé du côté de l'animal, on a des textes pour ça qui n'ont jamais été utilisés, notamment les textes d'un naturaliste marseillais qui va l'examiner à Marseille, parce qu'on a tellement peur qu'elle meure, on n'est pas sûr qu'elle arrive à Paris, donc le Muséum de Paris lui demande le rapport d'un zoologiste à Marseille. Donc il fait un très beau rapport d'ailleurs. Et puis ensuite, on a tous les textes d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire,
un des grands naturalistes de l'époque, qui est dépêché exprès pour aller la chercher à Marseille. Le pauvre Geoffroy Saint-Hilaire, il transpire durant tout le voyage. Il a trop peur que la girafe meure pendant le voyage. Là, sa carrière est finie. Et d'ailleurs, ça le perturbe tellement que lorsqu'il arrive à Paris, il se met 8 jours au lit. Il est fatigué, il n'en peut plus. Et on a des lettres, on a des textes de lui. Et on voit très bien avec ces textes, alors c'est intéressant parce que comme ces gens-là voient pour la première fois une girafe, ils ont les yeux ouverts. Ils n'ont pas trop de références livresques, ils n'ont pas trop de préjugés, etc. Alors ils s'intéressent essentiellement à l'anatomie, physiologie un petit peu, mais surtout l'anatomie, mais quand même, ils donnent quand même une partie des comportements. Et on voit pas mal de choses. Et si on croise ça avec ce que nous disent les éthologues actuels sur les giraffidés, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des choses très intéressantes. On voit très bien ces périodes de stress, par exemple. Elles stressent beaucoup, ça se manifeste par des stéréotypies. Elle se lèche beaucoup la jambe, elle va en arrière, en avant, en arrière dans les étables. On le voit aussi par le fait qu'elle ne dort pas, elle ne se couche pas pour dormir. Elle ne prend jamais la position du sommeil paradoxal. C'est une position très particulière où les girafes mettent la tête sur leur croupe, donc c'est une position très bizarre. Si elle l'avait pris, les naturalistes l'auraient vu. Ils n'en parlent pas, donc elle reste debout, et les éthologues actuels nous disent que c'est un signe de stress important. Donc on voit très bien qu'elle stresse. Elle stresse notamment lorsqu'elle arrive à Marseille, lorsqu'il faut qu'elle défile dans les rues, à Aix. Quand elle rentre en Aix, tous les gens sont au premier étage, ils hurlent comme des fous, évidemment pour elle c'est en plein dans les oreilles. Et ça la stresse totalement. À Lyon, où à Lyon, il y a même, lors de la 6e sortie, elle panique. Il y a tellement de monde, les gens se mettent à lui courir après, donc elle se met à courir. Et alors, les gens derrière qui courent et les gens devant qui courent pour l'éviter. Donc elle tourne comme ça, si vous connaissez, autour de la place Bellecour, autour de la statue de Louis XIV, avant qu'on arrive à l'arrêter. Mais elle survit. Alors, par exemple, au même moment, il y a une girafe qui est offerte au roi d'Angleterre. Ben, cette girafe, elle meurt à Malte. Celle-ci, elle survit. Alors, elle survit à la fois parce qu'elle a été capturée à une époque où elle est entre deux eaux, elle est encore dépendante de sa mère, mais elle est en partie autonome. Donc, elle a pu avoir des substituts de mère et se raccrocher à ça. Et puis aussi parce qu'elle a un caractère tout à fait particulier et très placide. Ça, on le sait par les cornacs égyptiens qui arrivent à Marseille et qui témoignent auprès des naturalistes. Elle n'a jamais essayé de fuir lorsqu'elle a été capturée. Elle n'est pas tombée dans la dépression, elle ne s'est pas arrêtée de manger, etc., comme la plupart des girafons capturés. Elle est capturée à 4 mois. Et donc, elle survit parce qu'elle a aussi le caractère. Et puis, il y a un élément très important qui va la faire survivre, ce sont les vaches. Vous les avez ici. Donc, vous avez les gendarmes. On a dessiné les cornacs égyptiens. Alors, évidemment, on les a dessinés noirs parce que c'est un symbole d'exotisme, mais ils étaient arabes, ils n'étaient pas du tout noirs. Et puis elle avait 3 vaches lors de son voyage. Et en fait, pourquoi des vaches? Parce que cette girafe ne va en grande partie ne se nourrir qu'au lait. Au lait tiède, directement issu des mamelles. Il ne faut pas que le lait soit froid. Et on voit bien qu'en fait, c'est parce qu'elle tétait encore lorsqu'elle a été prise. Et qu'elle est restée dans ce stade-là. Et donc, on a besoin des vaches. Depuis le Soudan où elle est capturée jusqu'à Paris et jusqu'à sa mort, il y a des vaches à disposition. On traîne le lait et elle boit. Alors, elle ne mange pas que cela, mais tout de même, ces vaches vont être évidemment un élément de stabilité pour elle. Et on voit très bien, aussi bien à Marseille, aussi bien durant le voyage, que finalement, si elle ne stresse pas trop, si elle arrive à tenir, c'est parce qu'elle suit les vaches. Dès que les vaches, Geoffroy Saint-Hilaire le dit, dès que les vaches se mettent à partir lors du voyage, hop, elle se lève et elle suit les vaches. Ça lui sert littéralement de guide. Et ce n'est pas un hasard si à Lyon, le seul jour où on ne met pas les vaches devant elle, parce qu'il y a tellement de monde qu'on se dit qu'on ne peut pas les sortir, c'est ce jour-là qu'elle panique. Parce que les vaches ne sont pas là pour la tenir. Il n'y a que des chevaux devant elle, les chevaux de gendarmerie. Les chevaux n'aiment pas les girafes, paraît-il, d'après les éthologues. Les girafes sentent très fort et c'est une odeur qui ne plaît pas aux chevaux. Et manifestement, les chevaux ont paniqué et la girafe a paniqué avec elle. Donc vous voyez que, je ne veux pas rentrer plus, mais on peut faire
le côté animal, s'intéresser à cet individu, et on voit bien qu'il y a vraiment une personne, il y a vraiment un individu du girafe, si elle arrive à tenir, si elle arrive à survivre, elle vit quand même jusqu'à 20 ans, ce qui à l'époque est très très rare, c'est parce qu'on a un individu tout à fait particulier. Avec aussi, dans des conditions particulières, on comprend l'intérêt des vaches, par exemple. On ne le fait pas par hasard, hein. C'est à force que à Marseille, on comprend que ces vaches sont importantes pour la calmer. Et donc, il y a toute une circonstance et toute une individualité qui fait que cette vie se déroule comme ça. Et donc, on pourrait en faire plein. Je termine juste avec ça. Voilà un autre exemple que vous devez connaître, hein. C'est Stevenson et Modestine, hein, Voyage dans les Cévennes. Il écrit ses carnets. Eh bien, on peut retourner le voyage et voir comment Modestine fait son voyage dans les Cévennes avec un Stevenson, hein. Et il y a tout à fait possibilité, là aussi, de retourner les choses. Voilà, j'ai été un peu long, je crois. Je vous remercie et à tout à l'heure. Alors, L'enlever, oui. je vous en prie. Bon, d'abord, merci Anne et Karine nous d'avoir organisé ces sessions. Et merci aussi d'ailleurs d'avoir joint ma communication avec celle d'Éric Baraté, parce que je crois qu'il est très important de comprendre que notre représentation de cette notion de personne animale a beaucoup évolué dans le temps, et que d'ailleurs, même aujourd'hui, nous ne représentons pas nécessairement les choses de la même manière. Par exemple, je ne doute pas que la plupart d'entre nous soyons plutôt sensibles à la chose animale, à la cause animale, mais je crois qu'il y a différentes manières de le faire. Et en particulier, d'ailleurs, la plupart des gens intéressés par l'écologie ont plutôt tendance à en raisonner en termes de biodiversité, en termes de cause d'une espèce animale, des effectifs d'une espèce animale. Quelquefois, d'ailleurs, il se trouve qu'un animal particulier, on l'a vu pour le lion Cécile, attire l'attention et ça fait une affaire très importante. C'est d'ailleurs exactement similaire à l'histoire du petit enfant kurde sur la plage, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on sait bien que des milliers de lions sont tués, puis il y en a un qui est connu et qui est nominé, et ça fait une histoire importante. C'est pareil pour le petit kurde. Il y a nous savions bien avant cela qu'il y avait des milliers de gens qui souffraient, qui mouraient, etc. Mais vous voyez, beaucoup de gens qui sont intéressés par la protection animale. Dans le cas du lion, je pense à Greg Packer, qui est sûrement le meilleur spécialiste du lion et qui est un ami d'ailleurs. Greg, lui, trouve pas ça anormal. Il trouve que d'une certaine manière, les chasseurs sont les meilleurs protecteurs de la cause du lion. C'est pas absurde de son point de vue. C'est-à-dire qu'effectivement, les chasseurs contribuent à ce que l'essentiel soit préservé, l'essentiel étant le milieu dans lequel vivent les lions. Exactement comme si un lion, un individu particulier, était identique à un autre individu. Exactement comme si dans le cas de l'espèce humaine, imaginons un village où se produit un crime pédophile horrible, 2 enfants sont tués, et puis naissent 2 enfants en même temps, n'est-ce pas, dans le même village. Personne ne dirait il n'y a pas de problème, puisqu'on en a perdu 2, on en a récupéré 2 autres, n'est-ce pas? On voit bien que les choses ne sont pas interchangeables. Les individus ne sont pas interchangeables. Mais pourtant, vous voyez, l'idée même, et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce genre de choses, hein, l'idée même de protection d'une espèce passe très souvent, on le voit pour les éléphants, alors certains éléphants en surplus d'un côté sont mis ailleurs, ce qui est probablement mieux d'ailleurs que de les tuer purement et simplement, mais on traite ça tout à fait indépendamment du concept de personne. Alors, pourquoi je pense qu'on peut parler de personne? Moi, je suis très peu intéressé par les mots, n'est-ce pas, et leur valeur choc, mais plutôt par le caractère opérationnel, heuristique, n'est-ce pas, des concepts que nous utilisons. Eh bien, je pense qu'on peut utiliser ce concept de personne en premier lieu parce que ça signifie que les choses ne sont pas interchangeables. La même chose que pour ces 2 enfants supposés victimes d'un criminel. Et on a bien vu ça à travers une étude qui a été faite sur certains cétacés. Alors ne cherchez pas à rentrer dans le détail, ces points, ce sont des individus particuliers, n'est-ce pas, d'un groupe d'orques de Nouvelle-Zélande. Et
Il se trouve que dans ce cas particulier, donc vous avez un schéma d'interaction qui est celui qui est en haut, et des individus ont été levés, et on voit que le système social change complètement. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les points qui ont été levés et mis de côté, c'est que l'ensemble même, l'interrelation entre les êtres change globalement. Hein. Les êtres ne sont pas interchangeables. Le fait de lever une personne animale d'un groupe particulier, ça change complètement le système. Et ça fait quelque chose de surcroît aux gens de ce groupe. Et quand ces orques ont été réintroduits, ensuite, le système de nouveau changé. Eh bien, ce genre de choses a pu être vérifié dans d'autres espèces, ici, des schémas pour l'espèce humaine ici, mais pour les dauphins, pour les éléphants, on a le même type de choses. C'est-à-dire qu'on peut dresser, n'est-ce pas, des cartes avec des relations de l'individu A avec l'individu B, l'individu C, etc. Et ça donne des schémas de ce type-là. Qui sont encore plus compliqués dans la réalité, puisque bien sûr, il faut tenir compte de la force de la relation. Il ne suffit pas de mettre un trait entre A et B et entre B et C, n'est-ce pas? Les traits peuvent avoir des forces différentes. Mais vous voyez, cette idée que la part d'une personne particulière dans un réseau, c'est quelque chose de tout à fait réel. Ce n'est pas quelque chose de supposé. Oui? Juste une question. Je vous en prie. On a fait des essais avec, par exemple, imaginons il y a 10 ou 12 dauphins. Oui? On en enlève 2. Oui? C'est ce que je vous ai dit sur les orques. Oui, les orques, qu'on appelle des baleines tueuses, sont en fait des dauphins géants. Hein, mais enfin, ça ne change rien à notre propos. Alors, dans la notion de personne, comme vous le savez, Boès a été l'un des premiers à donner, peut-être le premier à donner une définition qui se rapporte à une notion de substance individuelle, c'est ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, et de nature raisonnable. Alors, c'est un autre aspect de la dimension. Par parenthèse, vous avez vu qu'après mon livre, Franz-Olivier Gisbert a repris le même titre, mais sous une forme affirmative, ce qui montre quand même, c'est un peu la continuation de l'exposé d'Éric Baraté, c'est-à-dire de voir l'évolution, n'est-ce pas, des mentalités dans le temps. Il y a donc la notion de non-interchangeabilité et de nature raisonnable. Eh bien, je crois que ce n'est pas mon propos aujourd'hui, parce que ça prendrait évidemment beaucoup plus de temps que cela. Il est assez clair, à mes yeux, qu'on peut parler d'une déconstruction de ce que je considère comme le mythe du propre de l'homme, à savoir que l'homme serait le seul qui serait intelligent, qui aurait des émotions, qui aurait une morale, qui aurait une culture, qui aurait un certain nombre de choses. Je pense que tous ces points, on pourra en reparler dans la discussion, ont été clairement déconstruits point par point par l'analyse scientifique de chacun de ces éléments de critères. Par ailleurs, et ce n'est pas quelque chose de négligeable, l'analyse scientifique montre également qu'il n'y a rien dans l'espèce humaine qui soit tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de dire que l'espèce humaine n'est pas différente. L'homme est effectivement un singe, mais c'est un singe différent du cercopithèque, c'est différent de l'orang-outan, etc., et différent de la souris, de tout cela. Mais il n'y a rien, il n'y a pas une espèce de substance magique extraordinaire, il n'y a pas dans l'espèce humaine de gènes particuliers qui soient de nature à expliquer, par exemple, des différences cognitives entre l'homme et les chimpanzés, n'est-ce pas? Il y a des différences génétiques entre l'homme et les chimpanzés, pas beaucoup, très peu, mais la plupart concernent le système immunitaire, le système digestif. Il y a très 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 peu de différences sur le plan cognitif, dans la mécanique génétique, notamment au niveau cérébral. Il n'y a pas de cellules nerveuses particulières, il n'y a pas de type de neurones. Quelquefois, on trouve des types de neurones un peu particuliers, notamment qui sont liés à l'intelligence sociale, mais l'expérience montre qu'on les a systématiquement retrouvés chez les grands singes, chez les cétacés, etc., etc. Il n'y a pas de réseau neuronal spécifique, n'est-ce pas, dans le cerveau de l'homme, et on ne connaît pas sur le plan moléculaire, sur le plan cellulaire, au niveau de la mécanique des synapses, au niveau des neurotransmetteurs, au niveau des molécules au niveau synaptique, il n'y a absolument rien, n'est-ce pas, qui ferait que l'espèce humaine soit un objet totalement, matériellement différent. Alors, je ne voudrais pas parler de l'ensemble de la question de la raisonnabilité, si je puis dire, de l'espèce humaine, mais plutôt voir le haut de cette affaire-là, notamment la conscience. On ne peut pas dire qu'on sache très exactement comment fonctionne la conscience, mais on a quand même une idée assez raisonnable de la manière avec laquelle ça fonctionne au niveau cérébral, avec ce que Stan Dehaene appelle l'espace de travail global, et avec l'idée qu'il y a, si vous voulez, dans le cerveau, et il y a le cortex, les neurones qui se trouvent sur l'épaisseur à l'extérieur du cerveau, et il y a le monde environnant, et entre les deux, il y a dans le cerveau un truc qui s'appelle le thalamus, qui est un point intermédiaire de relation entre le monde extérieur et le cerveau lui-même.
et l'écorce cérébrale. Et il y a surtout, ce qui est très important, une discussion en quelque sorte entre le thalamus et le cortex cérébral. Et ça, il y a toute raison de penser que c'est la base du processus de conscience. Bien entendu, ce processus-là existe chez tous les mammifères. Alors, il y a de très nombreux arguments qui attestent du fait qu'on peut parler de conscience animale. Et je ne vais certainement pas vous les donner tous, parce que ça serait un peu laborieux. Mais il est difficile d'expliquer, par exemple, la notion d'outil s'il n'y a pas une conscience. Il existe un phénomène très intéressant qui s'appelle la vision aveugle, qui est le fait que chez certains individus humains, nous avons des gens qui se disent aveugles, mais qui néanmoins voient. Alors on fait des expériences, on leur dit, écoutez, qu'est-ce qui est écrit là? Il dit, mais docteur, je ne vois pas ce qui était, je vois pas, je suis aveugle. D'accord, mais dites un truc au hasard. Si c'est le chiffre 6, le type va dire le chiffre 6 plus souvent que ne le voudrait le hasard. Donc ils ont un déficit de la conscience de leur vision, alors qu'ils voient d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise conscience, mais qui prouve elle-même qu'ils ont une forme de conscience. Et bien la même chose vaut chez les singes. On peut provoquer des phénomènes de vision aveugle, et ils vont voir quelque chose, et ils ont la conscience de ne pas voir. Et il y a beaucoup d'autres éléments dont on pourra discuter si vous le voulez. Il y a le problème de la conscience de soi. J'aime beaucoup cette phrase de Schopenhauer dans laquelle il dit tous les philosophes qui pensent qu'il n'y a pas de conscience animale, si on les met entre les pattes d'un tigre, ils vont très bien voir que le tigre fait la distinction entre lui et le reste, n'est-ce pas? La conscience de soi a été, si on estime que la conscience de soi passe par le test de reconnaissance, je me reconnais dans le miroir, un certain nombre d'espèces animales ont réussi ce test. Pour être plus précis, dans certaines espèces, certains individus ont réussi ce test, d'autres ne l'ont pas réussi, mais ça prouve en tout cas qu'au moins certains l'ont réussi. Et je voudrais introduire maintenant, pour aller un petit peu plus loin, n'est-ce pas, c'est-à-dire que mon propos, plutôt que d'essayer de dire des choses qui sont relativement simples, est d'aller vers les très hautes fonctions cognitives, hein, ce que l'on peut considérer aujourd'hui comme étant les plus hautes fonctions cognitives que l'on puisse concevoir, et notamment ce qui relève de la métacognition. La métacognition, c'est le fait de savoir que l'on sait. Et d'ailleurs, il ne manque pas de beaux esprits et de philosophes pour dire que les animaux sont différents parce que ils savent des choses, mais ils ne savent pas qu'ils savent, alors que nous, on sait et on sait qu'on sait. Cette phrase est remarquable en ce que ceux qui la prononcent ne sont pas en état d'en démontrer évidemment le bien fondé. Et vous avez là une situation de Nabokov, qui est un grand écrivain, mais qui en tire argument pour dire qu'entre le singe et l'homme, n'est-ce pas, la différence est incommensurablement plus vaste que l'abîme entre l'amibe et le singe. C'est une absolue absurdité, mais ça ne nuit pas au talent de Nabokov. Mais voyez jusqu'où les gens peuvent aller. Et il y a une très bonne critique de Nabokov dans le dernier livre de Stanislas Dehaene, qui est par ailleurs un très très bon livre sur la conscience. Alors, qu'est-ce que c'est donc la métacognition? La métacognition, je vous l'ai dit, c'est le fait de savoir que l'on sait. Eh bien, on a pu montrer expérimentalement dans plusieurs espèces animales, d'abord chez les dauphins et ensuite chez les singes, chez les macaques rhésus, que ces gens-là savent effectivement qu'ils savent ou savent qu'ils ne savent pas. Je ne veux pas vous donner trop de détails expérimentaux, mais c'est quand même pas inintéressant pour se représenter comment on peut faire ce genre de choses. On peut par exemple, dans les expériences de Hampton, proposer donc à des singes, en l'occurrence ce sont des macaques rhésus, un système dans lequel ils ont la possibilité s'ils leur donnent la bonne réponse à une question, de gagner 3 jetons, mais s'ils se trompent, ils en perdent 3, ils ont horreur de ça. Hein. Mais ils ont aussi la possibilité de passer leur tour, c'est-à-dire de ne pas répondre, et de gagner 1 jeton. Et puis donc, ils ont un petit portefeuille comme ça, avec lequel ils peuvent acheter des bananes. Ils sont ça ne pose pas de difficulté pour introduire les singes dans le modèle économique, avec d'ailleurs cette difficulté qui est quand même qu'ils font exactement les mêmes erreurs que les humains. Ils ont les mêmes perversions que les humains. Par exemple, le singe qui achète quelque chose et qui le revend, il veut le revendre plus cher que ce qu'il a acheté. Vous voyez, donc ça veut dire que nous ne pourrions pas espérer, si nous mettions à la tête des grandes banques et des systèmes économiques des bonobos ou des singes, hélas, ça n'améliorerait pas la situation. Vous voyez, et donc, vous voyez, dans un système comme ça, on voit bien qu'on peut construire un modèle dans lequel on peut voir effectivement si un animal sait ou s'il ne sait pas, puisque s'il sait, il a tout à fait intérêt à donner la bonne réponse. Et les études qui ont été faites là-dessus montrent très très clairement que, effectivement, ils ont le savoir de leur savoir,
Ils peuvent également, il y a différents modèles dans ce type-là, ils peuvent aussi acheter, n'est-ce pas, des indices pour pouvoir fournir la bonne réponse, exactement comme dans les jeux télévisuels, vous voyez, le même type de choses. Et bien sûr, là encore, l'animal ne va acheter un indice que s'il a une bonne raison de le faire, n'est-ce pas? S'il peut tout de suite gagner des jetons en donnant la bonne réponse plutôt que d'en perdre pour acquérir un indice, on voit bien qu'il y a par ailleurs toutes sortes de contrôles sur lesquels je passe parce que c'est un peu laborieux, toutes sortes de modèles. Vous voyez, on peut par exemple donc soit leur proposer de répondre ou de passer leur tour, soit leur proposer comment dirais-je, de faire un choix et d'exprimer ensuite leur degré de certitude quant au choix, c'est-à-dire on leur fait répondre, ils donnent une réponse, et après la deuxième question c'est est-ce que tu es sûr de ta réponse? Vous voyez, évidemment, s'il est sûr, il obtient plus de gratification, s'il n'est pas sûr, il en obtient moins, mais il perd moins s'il s'est trompé, vous voyez. Il y a maintenant un assez grand nombre d'études qui valident tout ça. Et même plus intéressant, on peut, au niveau neuronal, en implantant des électrodes dans le cerveau du singe, voir les neurones même qui sont responsables de cette démarche intellectuelle. C'est-à-dire que sur le problème de la métacognition, sur le problème du savoir que l'on sait, d'une certaine manière, on en sait plus chez le singe que chez nous. On a plus de preuves qu'ils savent, parce que cette preuve, elle descend au niveau de l'intérieur même de la cellule, que dans le cas de notre propre espèce. Il est évident que la mécanique est la même et qu'on a des neurones qui sont responsables de ça et qui ont planté des électrodes, on le verrait aussi, bien entendu. Mais donc, en termes de validation, on en sait plus. Par parenthèse, je me rends compte que je ne vous ai pas signalé, mais vous l'avez vu que j'ai mis dans un coin en haut quelques léopards avec lesquels j'ai des relations amicales, qui ne sont peut-être pas partagées d'ailleurs, avec leurs noms. Vous voyez, c'est pour vous dire que ce sont des gens, n'est-ce pas, qui ont des noms et qui sont reconnaissables comme tels, qui ont des histoires personnelles, souvent extrêmement intéressantes. Et d'ailleurs, si on prend cet exemple, on peut dire que lorsqu'on lit, n'est-ce pas, un textbook, à peu près tout ce qui est écrit, par exemple sur le léopard, est faux. Je veux dire par là, ça n'est pas globalement faux, c'est globalement intéressant, mais tout ce qui est affirmé de manière résolue ne correspond pas à la réalité, n'est-ce pas? On vous dit que, par exemple, les pères ne sont jamais avec les enfants, c'est faux. Ou on vous dit qu'ils les chassent leurs fils, c'est faux. On vous dit qu'ils ne savent pas nager, c'est faux. Enfin, vous voyez, si vous prenez détail par détail, tout est faux. Globalement, c'est à peu près vrai, bien entendu, hein, mais c'est faux en ce sens que précisément, il y a toujours une personne particulière qui, elle, échappe à la définition globale que l'on accorde à ces gens-là. Alors, j'essaie de passer assez vite. Un deuxième élément, en dehors de la métacognition, sur lequel je voudrais attirer votre attention, parce que là aussi on est dans les hautes valeurs cognitives, c'est la question de la mémoire épisodique et du voyage mental dans le temps. Nous avons la capacité de voyager mentalement dans le temps, dans le passé. On se rappelle qu'il nous est arrivé tel incident à tel moment et que ça correspondait à telle partie de notre histoire. Et on vit également dans la perspective du futur. C'est-à-dire que si on prend dans nos poches, on va trouver des choses qui sont là, pas parce que c'est utile maintenant, mais parce qu'on a prévu qu'on allait les utiliser plus tard. Vous voyez, par exemple, je suis venu ici, j'avais quelque chose d'autre à faire ce matin, j'y suis parti avec la clé USB, dont je n'avais pas besoin pour ma première opération, mais parce que je prévoyais, bien entendu, que j'allais être là après. Sans repasser chez moi. Ça, c'est la notion, vous voyez, de voyage mental dans le temps. Et beaucoup de gens, y compris parmi les psychologues, pensent que c'est une capacité particulière de l'espèce humaine. Martin Heidegger a écrit cette phrase-là qui s'inspire de Nietzsche, puisqu'il y a un très beau passage de Nietzsche dans lequel Nietzsche dit que l'animal est piqué et accroché au piqué de l'instant, c'est-à-dire qu'il n'a pas de passé et qu'il n'a pas de futur. Alors, dans le cas de Nietzsche, de toute façon, Nietzsche peut tout dire. C'est tellement extraordinaire comme littérature que, bon, il y a le génie. Mais enfin, le génie ne signifie pas nécessairement que ça corresponde à la réalité. Eh bien, on peut dire que ça ne correspond pas à la réalité. Il y a de très, très belles études qui ont été faites d'abord chez des oiseaux, chez des geais, par une fille qui s'appelle Nicola Clayton, qui travaille en Grande-Bretagne. Nicolas, vous savez, est un prénom féminin pour la Grande-Bretagne. Le système est le suivant. On met ces geais, qui ont tous des noms par ailleurs, hein, dans de grandes volières et on leur permet... Alors c'est comme les écureuils, ce sont des animaux qui sont des enfouisseurs compulsifs, n'est-ce pas? On leur donne des graines, des larves, ils l'enterrent dans le sable, etc. On leur donne des sortes de bacs à glace, qui sont des bacs à glace, avec du sable dessus, et ils ont
accès à des graines, des cacahuètes ou à des larves. On sait qu'ils préfèrent les larves quand elles sont fraîches, mais les graines quand les larves sont plus fraîches. Au bout de 4 jours, ils préfèrent les graines. Eh bien, on peut faire le décompte, c'est-à-dire que réintroduire le jet dans l'endroit où il a fait sa cachette, moins de 4 jours ou plus de 4 jours, et selon le cas, on voit bien qu'il a fait le décompte du temps, c'est-à-dire qu'il a voyagé mentalement dans le temps pour se reporter au moment où il a enfoui. Vous comprenez bien la problématique. Je veux dire, par là, on a toujours su que ces animaux, que les écureuils se rappellent de là où ils ont caché leurs affaires. Mais l'écureuil et certains oiseaux, pour le casse-noix de Clark, on a pu montrer qu'ils pouvaient se souvenir de 30 000 emplacements. Vous imaginez, hein, pour ceux d'entre nous qui ont des lunettes, vous les mettez, oui, 3 endroits différents, vous n'arrivez plus à les trouver, 30 000. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'ils seraient capables de se dire cet endroit-là, je l'ai mis il y a 3 jours, ici je l'ai mis il y a 6 jours, là je l'ai mis il y a 3 minutes, etc. Ça ne serait peut-être pas nécessairement utile d'ailleurs de se rappeler de cet aspect-là. Donc on savait qu'il pouvait se souvenir de là où il mettait les choses, sans avoir pour autant la preuve qu'il se rappelait que c'était à tel ou tel moment. C'est important parce que cette notion de se rappeler du moment, c'est la base même de l'historicité, de l'histoire des choses, de l'histoire individuelle, n'est-ce pas, de ce qui nous situe effectivement dans le temps. Et dans d'autres études, Nicolas Clayton a pu montrer qu'ils étaient capables de voyager mentalement, pas seulement dans le passé, mais dans le futur. Et alors le schéma expérimental, encore, je ne donne pas trop de détails, mais un peu, parce que sinon ça devient totalement abstrait. Ça consiste à utiliser le même type de volière, mais avec un système à double compartiment. L'animal, le système est tel que l'animal ne sait pas où il sera placé le lendemain, s'il restera dans le compartiment de gauche ou dans celui de droite, mais il sait par contre que à gauche, s'il est à gauche, il aura un petit déjeuner, s'il est à droite, il n'aura pas de petit déjeuner. Et dans ce cadre-là, on voit que le G va planter ses affaires du côté où il sait qu'il n'aura pas de petit déjeuner. Donc il ne sait pas où il sera, mais enfin du moins il se dit qu'il a donc prévu la situation future. En cas de la situation future, il se garantit en mettant là où il n'y aura rien à manger. Vous voyez, donc il est capable mentalement de se projeter vers le futur. C'est une notion très intéressante sur le plan de la psychologie, qui n'est pas une notion complètement nouvelle. Beaucoup ont un peu pensé que la mémoire servait plus au futur qu'au passé. Mais ces travaux-là renforcent considérablement cette idée. C'est un concept assez riche, vous voyez, et qui fait sens d'ailleurs, parce que finalement, le fait d'avoir à gérer tout ce qui s'est passé derrière nous, ce n'est pas extrêmement important. Par contre, le fait d'utiliser cette mécanique pour prévoir ce qui va se passer devant nous, ça c'est quelque chose certainement de beaucoup plus utilitaire. Ce qui a été montré chez les G, de nombreuses études, soit des études expérimentales, soit des évidences anecdotiques, le confirment. Alors il y a l'exemple de ce chimpanzé dont on a montré qu'il mettait de côté des pierres pour les balancer chez les visiteurs le lendemain à l'heure dite, etc. Mais expérimentalement, on peut le montrer également dans la nature. De nombreuses études ont été faites là aussi, notamment chez les singes mangabés en Tanzanie, où on voit que l'animal qui voyage dans la forêt prend note du fait que tel fruit n'est pas mûr, et donc il en déduit que 2 jours plus tard, il faudra repasser là pour le récupérer. Par parenthèse, il en déduit cela, mais il va éviter de le faire savoir à ses camarades, parce que bien entendu, s'il le fait, les autres vont lui piquer avant. Donc, vous voyez, cet animal est parfaitement capable de gérer son futur, ce qui va lui arriver. On a montré même également dans des études où on peut, comment dirais-je, prendre compte de la direction de l'animal, de son coucher en prévision de ce qu'il va faire le lendemain. Il n'y a donc plus guère de doute quant au fait qu'ils aient une mécanique de ce genre. Et là aussi, on peut aller beaucoup plus loin par le même système que celui que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est vous planter des électrodes dans la tête, en l'occurrence dans l'hippocampe, qui est une partie du cerveau qui est particulièrement impliquée dans les mécanismes neuronaux. Et on peut voir par exemple chez un rat, le trajet mental que le rat fait dans sa tête en prévision du trajet qu'il va effectuer dans un labyrinthe. Vous voyez, donc vous voyez ce qui se passe, pas seulement au niveau du cerveau globalement, mais au niveau de neurones individuels, il y a dans le cerveau, dans l'hippocampe, tout un ensemble de neurones qui
sont liées à la localisation topographique de l'animal. C'est ce qui a fait l'objet du prix Nobel de l'année dernière. Et donc vous voyez la mécanique neuronale, c'est-à-dire que là, une fois encore, sur ce terrain-là, vous en savez plus d'une certaine manière sur le voyage mental dans le temps chez le rat que dans le cas de l'espèce humaine. Il y a guère de doute, une fois encore, que dans l'espèce humaine, ça se passe pareil, n'est-ce pas, que ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit. Ça a d'ailleurs conduit un des auteurs qui était très farouchement opposé à l'idée de mémoire épisodique, de voyage mental dans le temps chez l'animal non humain, qui est Corvallis, et Corvallis a changé d'idée à la suite de ces expériences-là. Donc, vous voyez, je crois que ce regard un peu rapide, hein, je m'en excuse sur ce que l'on sait scientifiquement, ce n'est pas le seul regard qu'il faille avoir. Je pense que le regard que nous avons sur l'animal, il y a d'autres modes d'approche de cela qui ont également leur validité, n'est-ce pas? Je crois que ça me conduit en tout cas à revoir cette fameuse phrase d'Heidegger, enfin qui n'est pas une phrase, qui est un ensemble de bouts de phrases qui ont été recollés, mais enfin peu importe. Pour Heidegger, vous savez, la pierre est sans monde, l'animal est pauvre en monde, et l'homme est configurateur de monde. Je pense qu'il serait plus judicieux de proposer une phrase du genre « La pierre est sans monde, le végétal est pauvre en monde ». D'ailleurs, il y aura lieu de s'interroger la question du végétal, hein, qui n'est pas un être totalement sans réaction par rapport à son environnement, et l'animal, qu'il soit humain ou non humain, est configurateur de monde. Je pense que c'est une idée importante. La raison d'ailleurs pour laquelle j'avais publié ce livre qui s'appelle « L'animal est-il un philosophe ?» Il y en a plusieurs, mais l'une des plus importantes, c'est que du fait même du mode de fonctionnement du cerveau, nous, les animaux, humains et non humains, nous avons quelque chose de tout à fait extraordinaire qui est une représentation du monde. C'est-à-dire que nous avons le monde dans notre tête. C'est une chose extrêmement singulière. Si vous prenez une pierre, la pierre, on pourrait dire qu'elle a une forme de mémoire parce qu'il lui arrive des choses dont elle porte la trace. Si un géologue donne un coup dessus, l'érosion, le vent, etc., tout ce qui peut lui arriver, elle va porter des traces, mais il n'y a pas à l'intérieur de la pierre, à l'intérieur du caillou, quelque chose qui se représente le monde. Alors que dans le cadre des êtres qui possèdent un cerveau, c'est-à-dire les animaux, il y a effectivement le monde dans la tête. Hein, les animaux sont par nature des êtres qui ont une conception du monde. C'est en cela que alors les philosophes discutent de savoir si la définition de la philosophie c'est la même chose que la conception du monde, mais ce n'est pas mon propos, bien entendu. Mais je crois que par nature, les animaux ont une conception du monde. Voilà, je crois que je ne sais pas s'il y avait d'autres diapositives là-dedans. De toute façon, la mécanique s'est arrêtée de marcher, donc on va faire avec. Si, voilà. Je vous remercie de votre attention. Oui, je remercie beaucoup les deux intervenants qui sont tous les deux passionnants. Monsieur, moi j'étais particulièrement sensible à votre intervention parce que vous parlez en réalité de neurosciences. Monsieur, là, le dernier intervenant, vous voyez pas où je suis? Je suis là. Et alors, vous avez dit à plusieurs reprises, monsieur, le cerveau, dans nos expériences au niveau des animaux non humains, on le voit. Je ne sais pas si c'est tout de suite, on le voit alors qu'on ne peut pas le voir, on le voit avec difficulté dans le cerveau humain. Alors, n'est-ce pas là la grande différence entre le cerveau d'un animal non humain et le cerveau d'un animal humain? Puisque dans l'animal humain, on voit beaucoup plus difficilement, et probablement parce c'est beaucoup plus dense, beaucoup plus de neurones. Merci de votre explication. Non, je me suis sûrement mal fait comprendre. Il n'y a pas de difficulté théorique à voir dans un cerveau humain ce qu'on voit dans un cerveau animal. Il y a simplement un problème éthique, c'est qu'il faut ouvrir la boîte crânienne, il faut lever donc l'os et il faut ensuite implanter une électrode. Alors on fait ça chez l'homme, on fait ce genre de travail, mais dans des situations qui le justifient médicalement, principalement dans des cas d'épilepsie. Où il faut localiser au mieux le foyer épileptogène
et localiser au mieux un certain nombre de fonctions, par exemple le langage, parce qu'on veut évidemment, en levant comme ça un petit morceau, on veut essayer de lever le moins possible et d'invalider le moins de fonctions possible. Donc dans ces cas-là, il est obligatoire de mettre certaines électrodes, et il est possible aussi d'en profiter pour faire des expériences, puisque le type est là, bon, il est disponible, si je puis dire. Tant qu'à faire, autant l'occuper, en quelque sorte. Donc, on peut planter un certain nombre d'électrodes et on peut lui poser des questions. On peut donc voir et localiser un certain nombre de choses. Par contre, dans un organe tel que l'hippocampe, qui est très à l'intérieur du temporal, c'est extraordinairement difficile d'aller planter une électrode et on va évidemment pas le faire comme ça, vous voyez, pour des raisons, il y a des raisons éthiques très importantes. Ceci étant, sur le terrain de l'éthique, ces expériences posent évidemment des questions extrêmement intéressantes. C'est qu'à partir du moment où j'ai évoqué la question du voyage mental dans le temps, la question de la métacognition, mais on peut le dire pour beaucoup d'autres choses, comme le raisonnement, l'activité intelligente, la conduite en fonction d'un but, etc., etc., les sentiments moraux, l'empathie. Pour toutes ces choses-là, on a fait ce travail, notamment chez des singes, en particulier d'ailleurs au Japon, et on a implanté des électrodes dans des lieux où on pensait que c'était là où ces choses se trouvaient. Et d'ailleurs, dans certains cas, on a découvert ces facultés grâce à des études animales. Par exemple, dans le domaine de l'empathie, les fameux neurones miroirs. Les neurones miroirs sont les neurones qui s'activent, contrairement à l'idée que l'on pouvait avoir auparavant cette découverte, à la fois quand vous faites un mouvement, mais aussi quand vous le voyez faire. Ce sont donc des neurones qui sont à la fois moteurs et sensoriels, qu'a découvert Rizzolatti, et on pense, ça fait l'objet de discussion, mais enfin, on pense que ce système-là peut être responsable de l'empathie. Certaines personnes considèrent d'ailleurs que les neurones miroirs sont la caractéristique de l'espèce humaine. C'est extraordinaire de pouvoir écrire une chose pareille, puisque les neurones miroirs ont été découvertes chez les macaques, et que d'ailleurs on a la preuve formelle de leur existence uniquement chez les macaques. Chez l'homme, elle a toute raison de supposer que par des études d'imagerie cérébrale plus indirectes, que c'est le même système, mais on ne peut donc certainement pas en déduire une spécificité humaine. Mais ce qui est remarquable, c'est que si vous prenez toutes les facultés cognitives supérieures, et que dans tous les cas, vous montrez chez les singes, parce que c'est surtout chez les singes, qu'on a les neurones qui font ça, vous voyez, on arrive à une situation où quand même la question éthique se pose de plus en plus. Chez l'homme, on ne se pose pas la question, on n'envisage pas de couper la tête, de mettre et planter des choses dedans, bien entendu. Mais dès lors que vous vous autorisez à le faire chez un singe et que vous vous rendez compte qu'il y a cette richesse cognitive, bien entendu, la question éthique se pose de plus en plus pour le singe. Je voudrais poser, si vous voulez bien, une question à chacun. D'abord, la première à l'historien. On sait qu'au Moyen-Âge, il y a eu des procès qui ont été faits à des animaux et que des animaux ont été jugés, condamnés et pendus, brûlés, exécutés, etc. Est-ce que ce n'est pas une preuve que dans ces cas-là, l'animal était reconnu comme un individu? Ça, c'est la première question. Maintenant, pour vous, monsieur, pour la deuxième intervention, est-ce que nous avons des expériences qui nous montreraient que les animaux sont conscients qu'ils ont une durée de vie, qu'ils vont mourir? Alors, pour la notion d'individu au Moyen-Âge, oui, en partie, c'est pas très évident. Il y a eu beaucoup de procès, enfin beaucoup de procès. Il y a eu des procès d'animaux, notamment d'animaux provoquant des accidents, renversant une personne, la tuant, etc. Ou des procès aussi de bestialité, c'est-à-dire lors de rapports sexuels entre des hommes et des animaux. Est-ce qu'on en déduisait que, par exemple, les animaux avaient une âme, avaient la notion de la faute, la notion de la culpabilité, etc. C'est pas si évident que ça dans les textes. On voit plutôt qu'on condamne l'animal avant tout pour effacer la faute. C'est-à-dire qu'on va condamner l'homme, le maître de l'animal, mais on va condamner aussi l'animal pour qu'on n'ait plus la vision de la faute. Alors, et puis après, ça dépend d'un procès à l'autre, hein, d'un juge à l'autre. Ça dépend d'une époque à l'autre. C'est pas la même chose au XIIIe qu'au XVIIe siècle, par exemple. Ça dépend des pays.
il y a des fois où effectivement on se dit qu'il y a la conscience chez les gens qui parlent, enfin qui témoignent, etc., qu'il y a la conscience que ces animaux font partie d'une communauté, alors on dirait maintenant des vivants, à l'époque c'est la communauté des créatures de Dieu. Il y a une communauté, et donc les animaux en font partie, et donc ça peut justifier le fait qu'on va les juger, par exemple. Alors c'est quelque chose qui a été abandonné au XVIIe siècle, ce n'est pas un hasard, c'est l'effet du cartésianisme, hein, où on a pensé que le seul être ayant une possibilité de culpabilité, etc., c'était l'homme, et donc on a totalement abandonné cette notion de procès. Hein. Mais effectivement, on peut l'avoir, mais c'est vraiment, comment dire, très souvent caché, et c'est caché par un discours dominant qui est le discours de la philosophie, de la religion depuis l'Antiquité grecque, qui au contraire postule une forte différence entre l'un et l'autre. Oui, vous posez la question de la conscience de la mort chez l'animal. C'est une question très intéressante et par ailleurs très difficile. Vous savez, bien sûr, en posant cette question, que la plupart des philosophes ont exprimé l'idée selon laquelle les animaux n'avaient pas conscience de la mort. Et on trouve ça chez Rousseau, même chez Schopenhauer, qui est pourtant très pro-animal, bien sûr chez Heidegger, qui pense que l'homme ne vit que dans la pensée de la mort. Je pense que... Alors, la première réponse qu'il faudrait presque toujours faire, c'est d'avoir des précautions multiples, de dire que finalement on ne sait pas, etc., etc. Mais ce serait un peu laborieux de répondre à ça tout le temps. Ma réponse serait, qu'il est d'abord probablement faux, en tout cas très exagéré, de penser que les humains vivent dans la pensée permanente de la mort, n'est-ce pas? Il y a des gens qui s'interrogent là-dessus à longueur de vie, mais même Heidegger lui-même, je ne suis pas sûr qu'il ait passé sa vie à penser à la mort, n'est-ce pas? Il a disserté beaucoup, mais est-ce que dans la vie telle qu'il l'a vécue, il n'a fait que penser à ça, je n'en sais rien, mais ça reste à voir. Mais la plupart des humains, même la plupart d'entre nous, qui sommes des intellectuels, bon, si je vous interrogeais, n'est-ce pas, est-ce que vous avez pensé à la mort ce matin, il y aurait peut-être 3 personnes qui me diraient oui, n'est-ce pas? Et la plupart, Dieu merci, n'y auraient pas pensé. Alors, ceci pour le côté humain, pour montrer qu'il est peu vraisemblable que ce soit quelque chose d'absolument faussé métaphysique. Est-ce que les animaux pensent à la mort? Je crois qu'il faut quand même avoir à l'esprit au moins 2 choses. D'une part, c'est qu'ils vivent la mort au moins autant que nous. Je veux dire par là qu'ils voient bien que vous êtes une antilope, vous voyez bien que chaque nuit, il y en a une qui disparaît. Et puis vous savez qui est le coupable. Hein, que ce soit, enfin, ça peut être le lion, ça peut être le léopard, ça peut être le guépard. Mais enfin bon, il y a une idée très, très précise du coupable. Donc un animal vit dans la fréquentation de la mort et passe son temps à essayer de l'éviter, n'est-ce pas? Parce que s'il n'avait pas cette idée-là, qu'il est court en danger de mourir, par définition, il n'existerait plus très rapidement. Donc il y a sûrement un dispositif physiologique qui fait qu'il a une certaine forme de représentation de la mort. L'autre élément que l'on peut donner à titre de réponse à votre question est le fait qu'on a maintenant un nombre assez important de comportements singuliers face à la mort. Chez les singes, notamment chez les chimpanzés, où il y a on a décrit beaucoup de comportements particuliers, chez les éléphants, vous le savez, chez les cétacés, il est absolument clair que ça fait quelque chose, n'est-ce pas, aux gens d'un groupe, que telle ou telle personne de leur groupe meurt. Hein. Bien sûr, la vie continue. C'est pareil chez les hommes, d'ailleurs. Hein. Bon, la vie continue, on perd un enfant, etc., un conjoint, bon... on est très malheureux, enfin plus ou moins, mais en général malheureux. Et puis après, la vie continue. On n'a pas forcément oublié, mais enfin, on se comporte comme si on avait oublié. Donc je crois que cette idée, selon laquelle les animaux ne se préoccuperaient pas de la mort, fait partie des idées qui sont communément émises, mais je ne vois pas vraiment d'argument singulier précis pour penser qu'il ne se préoccuperait pas de la mort. Je pense par contre que si on compare un animal sauvage avec nous dans nos sociétés modernes, occidentales, probablement que nous en faisons plus au sujet de la mort, parce qu'on a un peu plus la possibilité de le faire. Si on se rapporte
Éric Baraté, qui est historien, pourrait le faire sans difficulté. À des époques plus anciennes, il était dans une famille, et puis il n'y avait pas la contraception, etc. Bon, dans les grandes familles, notamment à la campagne, toute famille avait des enfants qui mouraient, n'est-ce pas? Il y avait, la femme mettait au monde 8, 10 enfants, il y en avait 4, 5 qui mouraient en bas âge. Je ne dis pas que ça leur faisait pas de peine, mais vous voyez, c'était métabolisé plus rapidement qu'aujourd'hui. On le comprend bien. Imaginons une femme aujourd'hui, elle a un enfant, 2 enfants. Bon, si elle en a un comme un père, il ne reste plus du tout. Vous voyez, donc nous métabolisons ces problèmes de mort en fonction d'un contexte bien particulier. Et c'est vrai que l'animal sauvage, il faut bien qu'il se remette sur pied assez rapidement. Mais ça peut lui prendre beaucoup de temps pour se rétablir. On l'a vu chez les chimpanzés, où on voit des mères porter le cadavre de leur enfant momifié pendant une trentaine de jours. Chez les léopards, que j'ai beaucoup étudié, il est clair que chez la mère a un comportement très particulier vis-à-vis de son enfant mort. D'abord, elle le recherche activement, et ensuite, en général, elle le dévore pour des raisons sur lesquelles on peut avoir des interprétations diverses. Enfin, il est absolument clair que ça leur fait quelque chose. C'est certain. Merci de vos propos, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Monsieur Baraté, je voulais revenir sur l'histoire de la superbe girafe du muséum et rappeler qu'il y avait eu une exposition au cabinet d'histoire du muséum d'histoire naturelle et qu'il y a toujours dans le cabinet d'histoire un tableau qui représente l'arrivée de Zarafa, je crois. Dernier point, il y a un film qui est sorti aussi sur l'histoire de la girafe. Voilà. Oui, il y a eu une exposition au muséum il n'y a pas très longtemps, enfin il y a 2-3 ans, mais qui était intéressante parce que justement c'était plus le côté humain de l'affaire qui était évoqué que le côté animal. Alors que les gens du muséum auraient pu travailler ce côté animal, mais on voit bien qu'on n'est pas encore forcément arrivé à ça. Et alors, pourquoi, j'ai oublié d'en parler à la fin de l'intervention, pourquoi s'intéresser finalement à ces biographies dans l'histoire? Et là, je vais rebondir sur ce qu'a dit Yves Christin. Ce que les éthologues sont en train de découvrir maintenant, c'est la variabilité des animaux, c'est-à-dire variabilité des groupes. On parle de culture animale. On sait maintenant qu'il y a des groupes de chimpanzés qui n'ont pas tous les mêmes comportements que d'autres groupes. On est en train de découvrir la variabilité individuelle. Et ça, c'est une variabilité géographique. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui, à la même époque, ne se comportent pas de la même manière ou ont des traits différents de comportement, de tempérament ou de caractère, comme on veut, etc., etc. Il y a une dimension auquel les éthologues ne sont pas encore arrivés. Ça commence juste depuis les années 2010. Là. C'est la variation historique. C'est-à-dire qu'on postule encore trop souvent que le comportement des animaux est immuable dans le temps. Souvent on dit par exemple les animaux domestiques, ça tout le monde est d'accord pour dire il y a eu une coupure avec la domestication, le chien n'est pas le loup, et encore qu'il y a eu une mode il y a une vingtaine d'années pour dire que le chien n'était qu'un loup à peine civilisé. On en est beaucoup revenu là-dessus. Mais hormis le phénomène de domestication, il y a quand même la tentation chez les naturalistes de penser que rien n'a bougé dans le temps. Qu'il peut y avoir des variations géographiques d'individus, de groupes, mais pas dans le temps. Or, si on regarde un peu les documents, et pour certaines espèces, on s'aperçoit que ça a évolué. Le chien, par exemple, c'est le cas pour lequel on a le plus de documents. On voit tout de suite qu'un chien français du 19e siècle n'est pas dans les mêmes conditions que nos chiens à nous, maintenant, actuellement, et ne se comporte pas de la même manière. Il y a des choses qui ont été développées petit à petit lorsqu'on a créé le chien de compagnie. Notre chien de compagnie n'a pas les mêmes comportements que le chien errant du 19e siècle. Et on voit apparaître ça pour les chats. Le chat que l'on dit indépendant, sauvage, à côté de son maître, etc. On voit bien, ça se voit notamment dans tous les petits films placés sur Internet par leurs propriétaires, ou qu'on voit sur les émissions animalières de grande diffusion où nous montrent des petites scènes. On voit très bien qu'on est en train de demander à nos chats ce qu'on a demandé il y a une cinquantaine d'années à nos chiens,
C'est-à-dire qu'on est en train d'en faire des chats-chiens, comme je dis. Et on leur demande beaucoup plus de choses. On leur demande qu'ils interagissent avec nous, qu'ils jouent, qu'ils demandent à jouer, etc., qui est vraiment quelque chose, ce qu'on ne pensait pas demander il y a encore 30 ou 40 ans. On voulait avoir un chat pour qu'il nous laisse tranquille et qu'on le laisse tranquille. Et là, ce n'est pas du tout la même chose. Et on voit le comportement des chats changer par sélection, par éducation, etc., etc. Donc là, l'intérêt de ces biographies, c'est justement de pouvoir s'interroger sur ce qu'on pourrait appeler une éthologie historique, c'est-à-dire essayer de faire l'évolution du comportement. Alors les éthologues commencent à y arriver. Je pense notamment aux primatologues et aux spécialistes des chiens. Ils commencent à avoir cette idée. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les documents. Ils ne savent pas aller dans les archives, mais les archives ne sont pas toujours très bonnes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils prévoient la ferme, mais dans le temps, en se disant, maintenant, il va falloir étudier dans le temps, pour les 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans à venir, il va falloir étudier en continu, et on aura les archives sur 50 ans, et on pourra à ce moment-là voir cette adaptation progressive des comportements. Donc là, il y a encore une dimension qu'il faut faire apparaître, qui est la dimension historique, tout simplement. Oui, si je puis me permettre de rajouter quelque chose à ce que vient de dire Berti, car je crois que c'est une chose très importante, le fait de comprendre que les animaux en tant que couple ou en tant qu'individus peuvent effectivement avoir des comportements qui varient dans le temps et qui s'adaptent. Dans le cas des léopards, j'ai beaucoup vu ça parce que dans les endroits où on peut les fréquenter assez bien, par exemple, ils peuvent avoir une conception de la Land Rover dans laquelle vous vous trouvez et en tirer prétexte comme cache pour aller chasser, n'est-ce pas, pour se trouver du bon côté par rapport à la proie qu'ils visent. Et de manière plus subtile, je l'ai observé plusieurs fois, et ce n'est pas dépourvu de sens, les léopards sont surtout comme ennui les hyènes, n'est-ce pas, qui sont collés à leur basque pour essayer de leur piquer leur proie. Eh bien, j'ai observé plusieurs fois, et d'autres l'ont observé aussi, que dans ces cas-là, les léopards très souvent tirent la proie du côté de la Land Rover parce qu'ils ont la connaissance qu'ils bénéficient de la sympathie du public humain, si je puis dire. Sympathie qui a une double origine. D'une part, c'est que la plupart des gens considèrent qu'un léopard, c'est plus joli qu'une hyène. Et la deuxième raison, c'est qu'on estime que la hyène se comporte mal, n'est-ce pas, puisque c'est pas elle qui a chassé, donc elle est en train de lui piquer sa proie, ça ne se fait pas bien. Donc, vous voyez, il est intéressant de voir qu'un animal sauvage, pas un animal formaté par l'homme, est capable d'intégrer dans son environnement des événements tout à fait auxquels ils n'ont pas été confrontés dans leur passé évolutif, n'est-ce pas? Génétiquement, un léopard, ça n'a pas été fait pour être confronté à une Land Rover. Et donc, un élément incongru peut survenir dans l'environnement d'un animal sauvage et modifier son comportement en fonction. Il peut l'intégrer, vous voyez, dans sa représentation du monde. Ce n'est pas un phénomène banal. Bonsoir. En fait, j'aurais deux questions, si je peux me permettre. Une sur le rapport de la philosophie et des sciences et une autre sur l'éventuelle sensibilité des plantes. Alors, la philosophie et les sciences, la philosophie n'est-elle pas tributaire de la science? C'est-à-dire, vous nous avez cité plusieurs exemples de choses qu'on dit des philosophes par le passé qui nous paraissent aujourd'hui déplacées, voire honteuses. C'est-à-dire que jusqu'à ce que la science fasse des investigations et des découvertes, les philosophes peuvent raconter ce qu'ils veulent, ça peut n'avoir aucun rapport avec la réalité. Donc en fait, la science prime sur la philosophie. Je ne voudrais pas faire une espèce d'impérialisme culturel d'un champ sur un autre. Maintenant, je crois qu'il me semblerait... Comment dirais-je, la démarche de la philosophie me paraît une chose très importante. Le fait d'avoir une pensée sur les choses me paraît extrêmement important pour décoder la représentation que l'on peut avoir des choses. Mais il me semble aussi qu'il devrait aller quasiment de soi que dès lors qu'une pensée se trouve non conforme par rapport à une réalité telle qu'on peut la démontrer, cette pensée devrait changer. Et ce qui me paraît remarquable dans le cas de beaucoup de philosophes, c'est cette facilité à affirmer des choses. Par exemple, que les animaux ne se représentent pas la mort. Par exemple, que les animaux savent mais ne savent pas qu'ils savent.
que par exemple, ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes, sans jamais se poser la question de savoir, mais est-ce que ce que je dis est fondé d'une manière ou d'une autre, vous voyez. C'est souvent des études intelligentes. Par exemple, dans un livre d'un philosophe qui s'appelle Benbenet, qui s'appelle le livre étant L'animal que je ne suis plus, quelque chose comme ça. C'est un livre assez intelligent, mais qui est notamment basé sur le fait qu'il affirme que l'animal c'est des choses, mais qu'il n'est pas capable qu'il ne peut pas y avoir une situation triangulaire dans laquelle un animal a affaire à cet objet du monde et le représente, il dit un troisième personnage. Il n'a pas décrit cet objet pour ce troisième personnage, ce qui introduit effectivement une espèce de champ d'échange culturel. Cette idée est intéressante, mais comment affirmer une chose pareille alors qu'il n'a aucun argument particulier pour cela, vous voyez. Mais il y a une espèce de pente naturelle chez beaucoup de philosophes. J'ai beaucoup critiqué Luc Ferry, que j'aime bien par ailleurs d'ailleurs, hein, mais qui est une bonne illustration de beaucoup de choses qui sont dites automatiquement. Par exemple, Luc Ferry, à un moment donné, dit que, vous comprenez, la différence entre l'homme et l'animal, on voit bien, parce que tous les humains sont différents, alors que prenez une fourmi, elles sont toutes pareilles. Il est absolument certain, si Luc Ferry était là, il conviendrait lui-même qu'il s'est laissé aller à dire quelque chose sur laquelle il ne connaît absolument rien. Alors ça me plaît d'autant plus que, déjà à l'époque où il a dit ça, on savait que toutes les fourmis n'étaient pas identiques. Il existait des expériences sur des fourmis dans des labyrinthes faites par des Russes où on voyait bien qu'ils avaient des compétences différentes. Mais il vient de sortir de nombreux travaux nouveaux là-dessus où il est tout à fait clair qu'il y a des différences de personnalité d'une fourmi à l'autre au sein d'une même fourmilière. Mais je veux dire simplement, il y a une tendance de la pensée à dégouliner d'elle-même, à produire des réflexions intelligentes. Heidegger, ça n'est que ça d'une certaine manière, n'est-ce pas? C'est qu'une sorte de jus de crâne par un esprit brillant qui produit... C'est pas inintéressant. Je ne suis pas contre cela. Je veux dire, par exemple, la fameuse phrase d'Heidegger que je la critique, mais je trouve que c'est une bonne chose du point de vue de la pensée, parce que ça aide la pensée. Vous voyez, quand vous dites la pierre est sans monde, l'animal est pauvre en monde, l'homme est configurateur de monde, vous dites quelque chose qui aide à penser, de sorte qu'on peut après se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Donc je pense que c'est bien que Heidegger ait dit ça, hein, même si je critique sa façon de voir. Donc je ne critique absolument pas la philosophie, bien entendu, bien au contraire, j'adore ça. Hein, mais je pense que de même que la science doit se soumettre à une hypothèse scientifique, c'est un peu comme une hypothèse philosophique. Vous la soumettez aux faits, si les faits sont différents de ce que vous avez cru, eh bien vous changez d'hypothèse. De la même manière, si vous êtes un philosophe et que vous pensez que l'animal ne peut pas être conscient des choses, et si on vous démontre qu'il l'est, ben vous devez admettre que vous êtes trompé. Voilà. Il y avait une deuxième question, je crois, non? C'est bon, monsieur Baraté. Non, juste pour rebondir, là où ça devient le plus embêtant du côté de la philosophie, c'est lorsqu'elle influence fortement les scientifiques. Et c'est très souvent le cas. Hein, les scientifiques, qu'ils se lancent dans telle ou telle étude ou avec telle ou telle approche, sont très souvent, entre guillemets, corsetés par une culture formée en grande partie de philosophie. J'ai toujours été frappé, par exemple, lorsqu'on entend Yves Coppens, lorsqu'il déroulait tout son scénario sur la naissance de l'homme en Afrique, etc., à quel point il était, je ne suis pas sûr qu'il en était conscient, mais à quel point il était influencé par Teilhard de Chardin, par exemple. On sait très bien que les behavioristes américains des années 1920 ont été très influencés par Descartes. Hein, donc il n'y a pas les philosophes d'un côté, les scientifiques de l'autre, ça circule beaucoup. Et lorsque je vous ai parlé des écrivains, par exemple, qui font des biographies animales, eh bien, ça serait très intéressant. On a quelques exemples de voir quelle a pu être l'influence sur les éthologues. Ces éthologues qui, enfants, comme beaucoup, ont lu les Mémoires de Cadichon, ou ont lu Black Beauty, etc. etc. J'ai trouvé un cas, c'est justement Marc Bekoff. Marc Bekoff qui avoue, je ne sais plus dans quel ouvrage, qu'il a été très influencé par ses lectures de jeunesse. Et ce sont ces lectures de jeunesse qui l'ont incité à refuser les a priori philosophiques et scientifiques à propos des animaux. Donc les scientifiques ont une culture obligatoirement, ils ne vivent pas hors du monde, et donc ça circule, littérature, philosophie, science, et les trois, c'est un peu une partie de billard. Hein. Okay.
On a abordé aussi les problèmes d'éthique, donc par exemple d'implanter des électrodes dans un cerveau humain au risque de créer des dommages. Et au fur et à mesure des connaissances qu'on acquiert sur les animaux non humains, du problème éthique que cela représente. Peut-on continuer à faire des expériences comme on fait sur les animaux, étant donné ce qu'on sait de ce qu'ils sont aujourd'hui? Maintenant, où est la limite, et entre autres, entre les animaux et les végétaux? Moi, j'ai tendance, la vision que j'ai, c'est que les végétaux n'ont pas de système nerveux central. Ils ne peuvent pas donc ressentir de douleur, avoir de conscience. Même peut-être les mollusques bivalves, comme les huîtres ou les moules, n'ont pas de cerveau. Elles se rétractent si on met une goutte de citron, mais c'est peut-être uniquement ce qu'on appelle la nociception. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de conscience. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème éthique à couper une carotte en rondelles ou une huître en morceaux. Par contre, à partir du moment où c'est une souris, il y a un problème éthique. Est-ce que j'ai raison de penser ça? Ou un jour, trouvera-t-on qu'il y a d'autres manières de ressentir la douleur qu'avec un système nerveux central? Je crois que vous posez une question qui est très intéressante et je ne peux que vous donner ma façon de voir les choses. Moi, je pense que d'une certaine manière, tout pose un problème éthique. Et je pense que par ailleurs, les problèmes éthiques n'existent que lorsque vraiment il y a un problème. C'est-à-dire que la vraie attitude éthique, c'est de se confronter à la réalité du problème. Je vais vous donner un exemple avant de revenir à l'animal. En ce qui me concerne, je suis favorable à l'avortement et je pense que l'avortement est un crime. Et ça ne peut pas être autre chose. Bon. Mais que dans certaines circonstances, que c'est pas bien de faire des crimes, mais que dans certaines circonstances, il se trouve que les choses étant ce qu'elles sont, on peut admettre qu'il y ait mort d'homme. Et ça vaut pour d'autres situations d'ailleurs, la guerre, etc., etc. De la même manière, je pense que, j'ai une vision darwinienne du monde, très pro-animalière, mais en même temps qui n'est pas une vision de bisounours, n'est-ce pas? Le monde est un champ dans lequel nous interagissons et dans lequel les êtres vivent aux dépens d'autres êtres. D'abord pour se nourrir. Et nous sommes plutôt carnivores. Nous sommes omnivores, mais en grande partie carnivores, etc., etc. Donc, vous voyez, il faut tenir compte de ce que nous sommes, et il faut tenir compte aussi, en ce qui me concerne, parmi le questionnement éthique, de l'éthique de la connaissance dont parlait Jacques Monod. Je crois que c'est une très grande valeur que la recherche de la connaissance. Donc, lorsqu'on s'interroge sur le plan éthique, savoir ce qu'on a le droit de faire par rapport à cela, il faut mettre dans les balanciers tous les éléments et avoir une pesée de ce que ça vaut. Vous voyez, de ce point de vue, on ne va pas trouver une situation dans laquelle on pourra dire « là, il y a une barrière absolue ». On ne trouvera jamais ça. Par contre, il est tout à fait raisonnable de considérer que ça pose moins de problèmes éthiques de manger une carotte que de manger une vache, enfin de manger de la viande de vache, animal qui de surcroît a été élevé pour ça, et que ça pose un peu plus de problèmes éthiques de manger une antilope sauvage, parce qu'elle n'a pas été faite pour, d'une certaine manière, que ça poserait encore un peu plus de problèmes éthiques si on devait manger du singe, et je pense que la plupart d'entre nous n'envisageraient pas de manger du singe, etc. Donc vous voyez, il y a une espèce de gradation. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Vous voyez, donc plutôt que de se dire, on peut arriver à une situation dans laquelle on va être parfaitement clair, se dire ça c'est clair qu'on peut le faire, ça c'est clair qu'on ne peut pas le faire. Il y a une espèce de... Mais vouloir vivre dans une situation de paradis terrestre où on se dirait on ne fait plus de mal à personne, c'est strictement impossible. À la limite, on pourrait renoncer à manger de la viande, encore que ça provoquerait des carences réelles, n'est-ce pas? Je ne crois pas que la nourriture purement végétarienne, chez l'enfant, chez l'adulte, c'est différent. Il est clair qu'on mange tous trop et qu'on mange trop de viande, etc. Donc ça nous ferait probablement du bien. Mais la carence en viande chez l'enfant serait sûrement délétère. Mais de toutes les manières, mettons même à part cela, l'espèce humaine a pris une telle prédominance, et elle est tellement catastrophique, il faut bien le dire d'ailleurs, par son expansion, que on est obligé de faire avec. Vous voyez, si on ne peut même pas se dire, les animaux sauvages, on va les laisser se débrouiller tout seuls, on ne va pas leur casser les pieds. Si vous dites ça, vous avez automatiquement plus d'animaux sauvages, puisque vous aurez des locaux qui vont venir les tuer pour les bouffer, etc. Enfin, donc, vous voyez, on est obligé, on est rentré dans le jeu de telle manière
qu'on est plus ou moins obligé de gérer cette affaire-là et qu'on ne peut pas se retirer de cela. Donc, on ne peut pas trouver une situation, même sur le plan, même en réfléchissant, vous voyez, même de manière un peu abstraite, dans laquelle on pourrait s'extraire de la logique du monde et avoir une situation dans laquelle on n'aurait plus de problèmes, des problèmes éthiques. On est obligé d'en avoir. Maintenant, c'est vrai que dans le cadre des investigations neurophysiologiques chez les singes, c'est un vrai problème. D'ailleurs, il n'est plus possible aujourd'hui pratiquement de faire des études chez les grands singes. Chez les chimpanzés, il y a un arrêt de fait de toute recherche aux États-Unis là-dessus, sauf des recherches sur le comportement qui sont absolument non invasives. Oui, je voudrais aussi rebondir là-dessus. Vous avez parlé des plantes. Il y a une tendance actuellement, notamment chez les protecteurs des animaux, de vouloir repousser la barrière. C'est-à-dire que ce qu'on avait mis entre l'homme et l'animal, on va essayer de le mettre entre les animaux, hommes et animaux, et les plantes. On retrouve ça chez certains philosophes actuels, défenseurs des animaux, en disant l'homme et les animaux et les hommes, c'est un grand tout, mais les plantes, c'est totalement différent. À mon avis, je crois que les découvertes commencent à s'accumuler sur certains aspects au niveau des plantes. Je pense que c'est une barrière qui sera assez vite remise en cause et qu'il faudra peut-être plus penser en termes de degrés, effectivement, qu'en termes de barrières à ce point-là. Et c'est ce qui fait... En fait, ils font la même chose que ce qui a été fait, par exemple, après 1945, dans lesquels s'inscrit un Luc Ferry, par exemple. C'est qu'après la guerre, après le génocide juif, on a voulu, après l'épisode raciste nazi, on a voulu nier le racisme, lutter contre ça, dire il y a l'humanité, tous les hommes sont égaux, et mettre en place une très forte différence avec les animaux. C'est tout à fait ce que faisait Luc Ferry en 92 avec le Nouvel Ordre écologiste. L'homme d'un côté, les animaux de l'autre. Et en fait, on se rend compte que cette barrière ne tient pas. Et à mon avis, la barrière certains sont en train de mettre entre les animaux et les plantes, elle ne tiendra pas longtemps non plus. Elle est quand même un peu plus raisonnable. Enfin, il est clair que ce qui pose question, c'est le fait que les plantes ont des comportements. Par exemple, quand des girafes commencent à grignoter des acacias, les acacias envoient, n'est-ce pas, des phéromones captés par leurs voisines, et donc ce qui fait que la girafe ne va pas trop consommer l'arbre, etc. Donc il y a des comportements, il y a des comportements de mobilité, etc. chez les végétaux. Toutefois, on ne peut pas dire que les végétaux aient quelque chose comme un cerveau, comme un système. Un système nerveux, ce serait déjà plus... c'est un peu plus flou, mais en l'état actuel des choses, on ne peut pas dire que... Mais néanmoins, vous voyez, et d'ailleurs nous le sentons bien, de même que nous sentons bien que même, quelle que soit la connaissance scientifique que l'on a, qu'un chien, un singe, c'est quelque chose qui a une personnalité, etc. De la même manière, quand vous regardez un grand arbre dans une forêt ou dans un parc, vous sentez bien qu'il y a là un objet qui mérite le respect et que le couper, c'est une responsabilité quand même. On le sent bien, ça, même quel que soit ce que l'on pense de l'aptitude cognitive éventuelle de cet arbre. Donc, vous voyez, il y a une espèce de... mais on pourrait dire ça, dire d'un paysage. Vous voyez, les grands paysages géologiques ou les gisements de cristaux, de très beaux minéraux qui sont extraits pour être vendus dans des boutiques. On voit bien qu'il y a un côté un peu sacrilège, qu'il y a des choses tellement extraordinaires et qu'aller casser ça, aller l'extraire de là où ça se trouve, il y a un côté un peu sacrilège, vous voyez, mais une fois encore, c'est une espèce de gradation dans laquelle la question cognitive n'est pas le seul paramètre, vous voyez. Je pense que c'est un paramètre important que de savoir si l'être que l'on tue, que l'on mange, etc., a une sensibilité, si elle a peur, si elle va pleurer, si elle est malheureuse, si elle se représente la mort, etc. C'est un paramètre. Ce n'est pas uniquement le seul, puisque je vous ai parlé des arbres, des cristaux, etc. Il y a ou des œuvres d'art. On sent bien qu'aller mettre un coup de couteau dans la Joconde, c'est pas bien. Enfin, personne ne pense que la Joconde souffre si on donne un coup de couteau. On voit bien qu'il y a des choses qui ont
un certain caractère sacré et qu'il va quasiment de soi qu'on doit avoir du respect à l'égard de ces choses. Vous avez raison, il y a des tas de populations qui ont un respect plus important que nous par rapport. Oui, ça je le crois. Bon, le problème, mais c'est un autre débat, c'est que il se trouve qu'aujourd'hui, la chose la plus respectée et sûrement la chose la moins respectable, c'est l'argent. Donc on a introduit là une mécanique diabolique qui fait que par rapport à ce critère-là, vous voyez, tout s'incline d'une certaine manière. Alors, moi, je voudrais déjà vous remercier infiniment, messieurs. Ça me permet d'avoir des arguments sérieux pour les personnes qui me considèrent comme marginale, ayant des idées farfelues, prêter justement une conscience à mon animal actuellement et à d'autres, ça l'est un peu moins. Moi, je voudrais relater 2 exemples. Dans ma famille, il y a eu un chien et qui a été malheureusement empoisonné. Nous n'avons pas du tout identifié ça. Il a agonisé sûrement pendant toute la nuit. Et c'est après le réveil de mon père qui s'est manifesté au chien que le chien est mort. D'autre part, un chat qui a accompagné mon père, très certainement comme un chien, qui le suivait partout. Il ronronnait sur ses jambes et certainement il a dû avoir un rapport anti-stress pour mon père qui était gravement malade. Eh bien, 1 an après la mort de mon père, jour pour jour, le chat est mort. Alors ma question, elle est la conscience. Je découvre que c'est cognitif. Je m'exprime sûrement très mal. Mais alors l'âme, est-ce que l'âme, on se pose encore la question? Est-ce que c'est philosophique ou est-ce qu'on peut considérer que c'est de l'ordre de la conscience? Voilà. Oui, la question de l'âme, c'est une question philosophique qui est posée depuis l'Antiquité grecque, avec les partisans et les opposants. C'est une question dont on ne sort pas. Elle n'est pas du domaine scientifique. Les scientifiques ont évacué cette question à partir du XVIIIe siècle, alors qu'auparavant, ils la traitaient. Mais maintenant, elle ne fait plus partie de la science. On parle plutôt de tout ce qui est processus cognitif, de conscience, etc. C'est resté un problème philosophique et encore très marginal. Maintenant, les philosophes n'en parlent plus, alors que jusqu'au XVIIIe siècle, c'était un débat extrêmement important. C'était l'un des critères fondamentaux de la distinction entre l'homme et l'animal. Maintenant, on aura plutôt tendance à parler de la douleur, de la conscience, est-ce qu'on croit en la mort ou est-ce qu'on a la perception de la mort, etc. On a vu tous les critères que l'on peut mettre en avant maintenant pour faire la distinction. À l'époque, c'était l'âme. Bon, c'est un débat qui maintenant n'est plus... qu'on ne voit plus traité que dans les religions, notamment dans le christianisme. C'est encore une question qui peut être débattue, et encore parce que tout dépend aussi de ce qu'on met derrière le terme d'âme. Ça peut aller très loin, ça peut être l'âme spirituelle, pas très loin, pas très éloignée de ce qu'on croit être l'âme humaine, comme ça peut être une pure âme sensitive qui sert à bouger, à crier, enfin une âme... oui, sensitive, comme disait Aristote et saint Thomas d'Aquin. Oui, tout à fait. Et donc, c'est un débat éternel, mais qui est de moins en moins développé, parce qu'évidemment, là, il n'y a pas d'assise scientifique. On est plus dans le domaine de la croyance. C'est un vaste débat, mais c'est quand même Bon, il est clair que cette notion a été évacuée du champ de discussion scientifique. Il est également clair, d'ailleurs, qu'on peut considérer que l'âme, c'est le principe d'animation et que les animaux ont une âme. Mais c'est néanmoins
une question qui n'est pas inintéressante, parce que l'une des raisons pour lesquelles on s'est imaginé quelque chose, et il est remarquable que quasiment toutes les populations, y compris donc des populations primitives, absolument pas en contact avec des religions judéo-chrétiennes, ont des représentations de l'âme, qu'alors certaines avec une ou plusieurs âmes, mais probablement, et ça on le sait depuis les débuts de l'ethnologie, y compris par les pères fondateurs qui n'étaient pas eux-mêmes ethnologues, qui parlaient de choses qu'ils n'avaient pas vues, mais il est clair que, et ce n'est pas sans lien avec la question animale, que l'une des raisons pour lesquelles on a été fondé, imaginer un concept comme cela, c'est le fait que l'on voit bien que le cadavre, c'est la même chose que l'être avant qu'il ne soit mort. C'est le même type, il est là, il est à peu près intact. Et on voit bien en même temps que ce n'est pas pareil. Il y a quelque chose qui n'est plus là, n'est-ce pas? Donc l'idée, la première idée qui vient à l'esprit, c'est qu'il y a un truc qui devait être là avant et qui a disparu. Alors certains ont essayé de peser l'âme, il y en a qui ont trouvé que ça faisait 21 grammes, etc. Mais par des expériences d'ailleurs qui elles-mêmes sont contestables et qui tiennent de problèmes de l'évaporation, enfin chez l'homme par rapport au chien. Mais de la même manière, dans le cadre de choses telles que le rêve, on voit bien qu'il y a des situations dans lesquelles, d'une certaine manière, on peut opérer une distinction entre le corps, la structure du corps telle qu'on la voit bien, hein, chez le type vivant ou chez le cadavre, et puis quelque chose qui semble être d'une nature différente. Donc il n'est pas totalement absurde que nous ayons une telle représentation. Hein. Par parenthèse, il y a toute raison de penser que les animaux non humains ont la même représentation, parce que le singe qui voit le cadavre de son petit camarade, il voit bien que c'est lui. D'ailleurs, on voit souvent que les singes viennent le toucher, regarder l'artère, s'il se passe encore quelque chose. Ils voient bien que c'est le même, que c'est leur camarade, leur frère, leur soeur, leur fils, etc. Et ils voient bien en même temps que c'est plus pareil, n'est-ce pas, que ça bouge plus, et qu'il ne se passe plus rien, qu'il n'échange plus. Donc, il y a là quelque chose qui est assez intéressant. Non pas dans le problème de savoir s'il existe une âme au sens religieux du terme, bon, chacun en pense ce qu'il veut en fonction de sa religion, et puis c'est un concept qui, je crois même que les religieux n'y croient plus tellement d'ailleurs, mais par contre, comment dirais-je, la représentation de ce concept, pourquoi nous avons une telle représentation, c'est une question qui est assez riche, et qui d'ailleurs rebondit aujourd'hui expérimentalement avec les expériences de sortie du corps. Vous savez qu'il y a un phénomène qui est très intéressant, qui est le phénomène d'échapper à la mort, enfin, et dans lequel les gens qui ont été décrétés quasiment morts ont fait un récit à peu près similaire, enfin en grande partie similaire, l'impression de tomber dans un tunnel avec un grand bruit, une espèce de truc qui tourbillonne comme ça, tous les souvenirs qui viennent en un instant à l'esprit, plus l'impression d'avoir une espèce de grande quiétude, d'arriver dans un endroit où une sorte de paradis, etc. Et avec l'impression aussi de sortir de leur corps. On peut provoquer maintenant expérimentalement cette impression de sortie du corps, et certains d'ailleurs l'éprouvent dans des situations pathologiques de coma. On fait d'ailleurs des études qui sont intéressantes, puisqu'on met par exemple dans les chambres donc, de ces patients des armoires, et on peut déposer au sommet de l'armoire, vous voyez, un objet. Et lorsque l'individu ensuite redevient conscient et fait part de son voyage, en quelque sorte, on peut voir s'il a vu ce qu'il aurait vu s'il était vraiment monté là-haut, n'est-ce pas, et qu'il ne peut pas voir tant qu'il est dans son lit. À ce jour, aucun de ces patients n'a vu quelque chose parché sur une armoire. Voilà. Mais je veux vous dire que même un sujet comme cela, alors je suis un côté un peu scientiste dans ce que je raconte, et un peu réductionniste, mais même ce genre de situation, qui paraît tout à fait extrême, il n'y a pas de raison pour penser que la science ne puisse pas s'y intéresser et produire des informations qui soient de nature, vous voyez, factuelle, quoi. Il est sûr que si quelqu'un avait vu ce qui était au sommet de l'armoire, ce serait un challenge très intéressant du point de vue de la biologie humaine. J'aimerais revenir sur la notion de culture chez les animaux. J'ai vaguement en tête des études qui ont été faites dans des groupes de
je ne sais plus s'ils sont des gorilles ou des chimpanzés, où la mère apprend à l'enfant non seulement les gestes habituels, mais aussi les nouveautés qu'elle a acquises pendant sa vie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de plus sur la notion de culture? Sur la notion de culture, il y a maintenant une quantité considérable de littérature là-dessus. Il faut bien avoir à l'esprit que, d'abord, la notion de culture, il y a plusieurs entendements au concept de culture. La plupart d'entre vous ont sûrement à l'esprit la culture comme étant la construction d'objets, des outils, etc., ce qui existe largement dans le monde animal. Mais plus généralement, on considère comme relevant de la culture ce qui relève de la tradition. C'est-à-dire le fait qu'un groupe, par exemple, les chimpanzés, si vous prenez en Tanzanie, il y a surtout 2 endroits où il y a des chimpanzés. Il y a Gombe, là où a travaillé Jane Goodall, sur le bord du lac Tanganyika. Et un peu plus au sud, à 50 km, 80 km, il y a les montagnes de Mahale, où ont travaillé les Japonais. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir le chimpanzé à Mahale, c'est une expérience extrêmement intéressante. Eh bien, les chimpanzés de Mahale, les montagnes de Mahale, on prend par exemple l'habitude de faire un geste qu'on appelle le bridge, dans lequel ils tiennent la main plus ou moins comme ça, vous voyez. Et ça n'avait jamais été observé à Gombe. On a mis du temps d'ailleurs pour prendre conscience de cela. Il a fallu qu'un des collaborateurs de Jane Goodall se trouve à Mahale et voit ce comportement et dise aux Japonais, mais c'est drôle ce truc-là. Les Japonais disent, mais qu'est-ce qui est drôle? Enfin, il faut ça tout le temps. Donc vous avez là 2 communautés de chimpanzés qui sont très proches géographiquement l'une de l'autre et qui ont des traditions de comportement tout à fait différentes. Alors il y a aussi évidemment des cultures plus proches de ce qu'on considère habituellement comme de la culture, c'est-à-dire le fait de tailler des outils, le fait de casser des noix avec des cailloux, etc., etc. Et c'est non seulement donc il y a 2 choses très importantes dans ce phénomène. Non seulement il y a le fait que les animaux non humains sont capables d'utiliser des objets et d'en fabriquer, et même d'ailleurs de faire des méta-outils, c'est-à-dire des outils pour faire des outils. Mais également, le deuxième phénomène qui est tout à fait singulier, c'est la possibilité culturellement que cela se transmette d'un individu à l'autre, avec d'ailleurs un certain conformisme. Il y a une étude très intéressante qui a été faite par une fille qui s'appelle Van de Waal, et en Afrique du Sud, sur des singes, des cercopithèques vervés. Aux uns, n'est-ce pas, on leur donne des fruits, mais peints en rouge ou peints en vert. Pour les uns, on va mettre quelque chose de répugnant, de répulsif dans les trucs verts, donc ils vont manger du rouge. Pour les autres, on va faire l'inverse. Donc très vite, la communauté de vervets, les uns vont manger que les pommes vertes, et les autres vont manger que les pommes rouges. Mais ensuite, on lève le caractère répulsif. Donc ils pourraient aussi bien manger l'un que l'autre, n'est-ce pas? Mais non, ils continuent à essentiellement, et même après des générations, à garder, n'est-ce pas, la tradition culturelle. Chose intéressante, si vous prenez un de ces vervets pour le mettre dans l'autre communauté, il va très rapidement adopter le conformisme de sa nouvelle communauté d'accueil. Vous voyez, mais vous voyez donc les phénomènes culturels chez les animaux, on a des centaines, peut-être des milliers d'exemples qui concernent à peu près tous les singes, les grands singes, les petits singes, qui concernent les cétacés, beaucoup d'espèces, un grand nombre d'espèces d'oiseaux. La liste aujourd'hui, c'est probablement au moins de l'ordre du millier d'exemples. On va prendre une dernière question. Je suis désolée, il est tard, courte si possible. Alors, durant cette conférence, on a beaucoup comparé. On a comparé version humain, version animale. On a comparé les sentiments humains, les sentiments animaux, les différentes consciences, la métacognition et tout. Et finalement, je remarque que durant notre recherche, finalement, on part toujours dans une logique de comparaison. Et finalement, c'est là où je sens qu'on a un petit côté impuissant comme ça, qu'il nous manque quelque chose. Est-ce que finalement, il ne manquerait pas
une conscience? Est-ce que, là on s'est dit, est-ce que l'animal est conscient? Mais la question que je me pose, c'est est-ce que l'homme est-il inconscient? Voilà, donc j'aimerais connaître votre point de vue vis-à-vis de cette question. Je ne sais pas trop quoi répondre. Écoutez, très sincèrement, je ne suis pas sûr à 100% d'avoir compris la finalité de votre question. Mais je vais donc faire une remarque qui est périphérique par rapport à votre question. Il est clair que, d'une certaine manière, la démarche que nous avons n'est pas véritablement satisfaisante. Je veux dire par là que comparer l'homme à l'animal est un non-sens, puisque nous sommes des animaux. Vous voyez, c'est comme si je compare le rouge-gorge aux oiseaux, ben, ça poserait quand même une difficulté. Mais néanmoins, la problématique étant ce qu'elle est, on est bien obligé de faire comme si. C'est la même chose pour comparer les hommes et les femmes, par exemple. Bon, vous voyez, donc on est bien obligé de procéder par des catégories mentales que nous avons, et comme étant des points de repère cognitifs, il faut bien discuter à partir des éléments de culture que nous partageons. Sinon, on va pas... Déjà, vous voyez, on n'est pas sûr de se comprendre. Donc, ça va être extrêmement compliqué. Donc, il est vrai que cette espèce de dialectique de comparer l'homme à l'animal est fautive quant au fond, puisque nous sommes nous-mêmes des animaux, mais qu'on est un peu obligé de faire cela. Par ailleurs, d'une certaine manière, bien qu'il y ait consacré de gros efforts à déconstruire cette notion de propre de l'homme, d'une certaine façon, ça n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, quant au fond, c'est une autre démarche, c'est de voir ce qui, dans l'esprit d'autrui, est singulièrement intéressant. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais écrit mon livre sur le léopard, qui s'appelait « Le peuple léopard », comme étant, dans mon esprit, de l'ethnologie animale, c'est-à-dire une tentative d'aborder, d'aborder autrui en essayant de rentrer dans sa tête. Ce qui a été intéressant dans l'ethnologie, dans l'anthropologie ethnographique, c'est le fait que ce n'est pas seulement de décrire matériellement des types, de dire ce type-là mesure 1,52 m, il a fait un objet qui fait 12 cm et demi, sur lequel il a branché un autre qui fait 4,3 cm. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'avoir une représentation du monde de ces gens-là, de voir comment ils voyaient le monde, quels étaient leurs mythes, vous voyez, d'essayer de rentrer dans la tête d'autrui. Opération qui est fondamentalement impossible, mais que l'on peut approcher. Et ça, il est clair que c'est beaucoup plus intéressant si vous faites cette opération-là que si vous vous contentez de faire une description naïvement matérielle. Donc, c'est vrai que la bonne démarche, ce ne serait pas tellement de faire une démarche comparative, ce serait de faire une démarche dans laquelle on entrerait, vous voyez, dans la tête des gens. De même que si on parle des différences entre les hommes et les femmes, en général, on compare la femme à l'homme, qui est une sorte c'est le point de repère. C'est plutôt ça que l'inverse, si vous voulez. Et c'est évidemment absurde, parce que d'abord, il n'y a pas de raison sur le fond, mais il faut bien, vous voyez, essayer d'avoir cette... Ce serait beaucoup plus intéressant pour un homme d'arriver à rentrer dans la tête d'une femme pour essayer d'avoir une idée de cette représentation du monde. Évidemment, on ne peut pas le faire comme ça. Donc on est obligé de le faire point par point et par comparaison par rapport à soi-même, puisqu'il se trouve qu'historiquement, l'homme est l'étalon et que c'est ce par rapport à quoi on compare la femme plutôt que l'inverse. Mais alors, je ne pense pas avoir répondu à votre question, mais c'est une forme de critique de la démarche comparative. Oui, pour rebondir là aussi là-dessus, c'est évident qu'on a toujours tendance à comparer hommes, animaux. Ça vient en grande partie de notre culture occidentale. On est vraiment forgé par ça. Et ce que n'ont pas, par exemple, les Japonais dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a un livre très intéressant qui est paru en 2010, une espèce de synthèse sur les chimpanzés. C'est un livre en anglais, mais qui a rassemblé tous les spécialistes les plus importants sur les chimpanzés. Et c'est très intéressant de voir la différence d'approche entre les Occidentaux, notamment les Européens et les Japonais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans les articles des Occidentaux, on a toujours derrière cette histoire de comparaison. Et c'est vrai qu'on l'a fait quasiment naturellement, mais parce que là, on est corseté par presque plus de 2000 ans de religion chrétienne et de philosophie grecque qui a été repris ensuite par la philosophie occidentale.
où on a toujours tendance à hiérarchiser et donc à comparer pour maintenir la hiérarchie. Donc il faudrait effectivement se sortir de cette comparaison. En même temps, pour rebondir, ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, c'est-à-dire on va avoir tendance à plaquer nos capacités sur celles des animaux. Alors ça amène beaucoup d'erreurs bien souvent. En même temps, pour des espèces proches, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que ça peut être finalement un moyen de bien comprendre une espèce proche, par exemple comme les chimpanzés ou comme les bonobos, sans inventer des modèles théoriques extrêmement lourds, extrêmement compliqués pour dire que les chimpanzés, les bonobos et les hommes, ça n'a rien à voir. Hein. Et donc, l'anthropomorphisme, c'est à la fois une erreur, à la fois une tentation de faire de la projection et de vouloir comparer hommes et animaux. Et en même temps, sur certains points, ça peut être un moyen naturel, parce que nous ne sommes que des hommes et nous ne sommes que des animaux, un moyen naturel finalement de regarder les autres les plus proches. Hein. Parce qu'évidemment, là aussi, il faudrait, dans cette idée de travail entre les hommes et les animaux, il faudrait aussi qu'on se sorte de cette idée que l'homme a la connaissance pure. Hein. C'est-à-dire c'est une idée qu'on a construite avec la révolution scientifique, avec Descartes, etc. Hein, le discours de la méthode pour bien chercher la vérité dans les sciences. Avec une méthode, on va accéder à la connaissance pure. C'est évidemment une erreur. Nous ne sommes qu'une espèce et nous ne pouvons regarder le monde qu'avec nos facultés d'espèce. Voilà, je crois que ça sera le mot de la fin. Ça va nourrir notre réflexion, en tout cas jusqu'à la semaine prochaine.